Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vois que les micros, apparemment, voilà. Bon, je suppose que vous nous entendez, apparemment tout le monde a, voilà, je vois que tout le monde nous entend bien. Bon, bah, écoute Clélia, je te propose d'attaquer si tu le souhaites. Parfait. Euh, J'espère que vous m'entendez. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on organise cette visioconférence à l'invitation du député pour justement vous accueillir au sein de votre citoyenneté et vous présenter un petit peu ce qui s'offre à vous en termes autant de vous présenter des droits que vous avez acquis et aussi des devoirs qui vont vous être à incomber. Et donc, du coup, voilà, donc c'est une... Pardon, excusez-moi. Clélia, peut-être que tu peux te Donc, présenter? oui, donc pour me présenter rapidement, donc j'ai 20 ans, donc je m'appelle Clélia Fouquet, je suis en troisième année à Sciences Po Lyon et je suis actuellement en stage auprès du député Thomas Gassiou et de toute son équipe. Et je suis en charge de mobiliser les jeunes et de les sensibiliser à la vie publique. Voilà, aujourd'hui on va vous présenter rapidement ce que c'est que être citoyen, donc finalement avoir un tout petit temps de présentation et ensuite pouvoir laisser libre accès aux échanges avec le député si vous avez des propositions, des avis ou des questions à lui poser. Donc premièrement, si pour la première slide, donc c'est simplement vous définir que être citoyen, c'est défini et qu'il y a aussi le fait que ça repose sur le fait de respecter les principes, les valeurs et les symboles de la République. Et il y a quatre thèmes principaux qui peuvent être appliqués et qui sont les principes de la République. Donc, du fait que ce soit une République démocratique, ça s'inscrit dans une démocratie, donc il y a un état de droit où chacun a des droits qui lui sont attribués et qui sont inviolables. Donc, ça va être notamment le droit de voter, le droit de manifester, le droit aussi de participer à des débats. Et c'est pour ça qu'on veut vous impliquer aussi dans ces réflexions et également d'être égaux et d'avoir accès à la justice et à tout type de liberté, tout simplement. Ensuite, on sait aussi que c'est une république laïque, donc que l'État est séparé de l'Église, qu'elle est indivisible, donc où que vous soyez sur le territoire, vous aurez le droit à faire valoir votre statut de citoyen que vous avez acquis lors de vos 18 ans, et aussi également le fait que ce soit également une république sociale, donc aussi le fait de devenir citoyen, c'est également de devoir payer notamment des impôts à hauteur de ce que vous pouvez au niveau de vos capacités financières pour ensuite également être aussi bénéficier de protection sociale, etc. Pour et enfin voilà. Et donc du coup, pour préparer cette visioconférence, on vous a fait circuler un questionnaire que beaucoup ont rempli et à la suite desquels j'ai également appelé les personnes qui avaient répondu pour les remercier d'avoir tout simplement participé à ce questionnaire, puisqu'on a eu une quarantaine de réponses. Et sur ces quarantaines de réponses, on a pu dresser un petit peu votre vision de la vie publique. Et ça a été des réponses qui ont été très formatrices pour pouvoir préparer cette visioconférence. Notamment sur le fait qu'on a vu que 52% d'entre vous ont un bon, voire très bon niveau de confiance dans l'avenir. Donc 52%, ça peut être, c'est la majorité, mais c'est pas forcément l'intégralité d'entre vous. Donc c'est aussi intéressant d'en discuter ce soir. Beaucoup ont relevé le fait que le niveau de confiance oscillait également au niveau de l'écologie et de des défis qui vont s'imposer à nous dans les prochaines années, et également lié aussi au contexte actuel de crise sanitaire, etc. Donc, ce serait intéressant d'y revenir.
Ensuite, on a aussi également demandé au niveau de ce que vous pensiez de la démocratie en général. On a vu que vous aviez quand même une relative bonne connaissance du fonctionnement institutionnel et des lois qui étaient en place dans notre pays et du fonctionnement de la démocratie. Donc voilà. Et ce qui a été vraiment intéressant dans ce questionnaire, c'est de voir que les jeunes de la circonscription étaient très engagés. Et c'était vraiment un point fort de ce questionnaire, puisque beaucoup d'entre vous ont déjà pris des responsabilités. Et le plus important, c'est que 74% d'entre vous souhaitent s'engager pour faire évoluer le pays à l'avenir. Et ce sera intéressant de voir un peu comment vous voulez vous engager, si vous avez des avis, des propositions ou des questions pour faire avancer les choses, notamment sur des thèmes qui suscitent votre intérêt. On a mis en place dans ce questionnaire un barème pour savoir quels étaient les thèmes qui suscitaient au plus votre intérêt. Et parmi eux, on a eu l'environnement et l'écologie, l'agriculture et l'alimentation, l'éducation et les transports, enfin la mobilité en général, et ce sera très intéressant d'y revenir avec vous lors de cet échange. Voilà. Et je tiens à préciser que le questionnaire est toujours disponible et que si vous n'avez pas eu l'occasion ou le temps d'y répondre, toutes vos questions seront une source d'informations très précieuse. Voilà. Merci Clélia pour ton introduction. Alors moi, je fais très rapide. Donc bonsoir à tous. Et donc moi, de mon côté, donc je suis Thomas Gassiou, donc député du Rhône. Je suis le député de votre circonscription. Donc mon objectif en tant que député, c'est bien entendu de vous représenter au mieux au niveau national, notamment au niveau des lois qu'on est amené à prendre au niveau national. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais maire de Saint-Symphorien-sur-Coise, donc c'est une commune plutôt à l'ouest de la circonscription. Et la circonscription, elle est très grande puisqu'elle couvre également tout le secteur de Saint-Laurent-de-Chamousset, tous les vallons du Lyonnais et également des communes de la métropole comme Charbonnières, Saint-Genis-Laval, Craponne, etc. Donc vous êtes normalement habitant d'une de ces 40 communes de la circonscription. Et donc, comme je vous le disais, mon objectif en tant que député, c'est de vous représenter du mieux possible au niveau national. Donc, je souhaitais qu'on puisse échanger et merci beaucoup à Clélia d'avoir organisé cet échange pour mieux vous connaître, connaître vos attentes, écouter éventuellement vos propositions, voilà, parce qu'on vit un moment très particulier. Et donc, le but de cette réunion, c'est vraiment d'échanger. Alors, simplement, vous avez dû recevoir un courrier postal qui vous a présenté le plan Un jeune, une solution. Je ne vais pas être très long là-dessus. Je vous conseille plutôt d'aller sur le site internet qui présente Un jeune, une solution et puis de nous dire éventuellement ce que vous pensez de cette mesure, s'il y a des points positifs, s'il y a des points qui manquent, etc. Voilà, le but de la soirée est vraiment d'échanger. Donc, si vous souhaitez échanger, prendre la parole, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez intervenir dans le petit chat de Zoom, ou soit vous pouvez directement activer votre micro. Et je crois que sur Zoom, vous avez également une fonction qui vous permet de lever la main. Dans réaction, vous pouvez lever la main. Donc, n'hésitez pas à lever la main et ensuite, je vous donnerai la parole. Alors, est-ce que quelqu'un, comme ça, souhaite… je crois que vous pouvez réactiver votre micro tout seul également. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, une première intervention? Oui, moi, bonjour. Oui, donc c'est… Alors, Farson, c'est ton prénom. Fares, c'est Fares Bounas. D'accord. Donc, est-ce que tu peux te présenter et de dire dans quelle commune tu habites? Oui, alors bonjour, je m'appelle Fares Bounas. Je viens de Saint-Gilles-Laval et je suis exactement sur Lyon. Ok. Et ma question, c'est en fait, moi, j'ai pas pu répondre au questionnaire. J'ai essayé d'aller, mais j'ai pas réussi à répondre au questionnaire. Du coup, je sais pas c'est quoi le but de la réunion, en fait. Je comprends pas. Alors, donc, bonsoir en tout cas, merci. Donc, le but de la réunion, c'est que donc moi, je suis ton député parce que Saint-Genis-Laval fait partie des communes de la circonscription. Et d'ailleurs, on a ce soir la présence de deux élus de Saint-Genis-Laval, Aïcha et Fabienne. Et donc, en tant qu'élu, et notamment en tant que député, il est important qu'on connaisse tes attentes pour mieux te représenter au niveau national. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de la gestion de la crise sanitaire? Qu'est-ce que tu penses de notre action en matière culturelle, en matière d'éducation? Et donc, si tu as des idées à faire ou des retours à faire sur ce que tu vis, on va dire, dans ta ville au niveau national, c'est le moment de les faire. Et moi, c'est très important pour moi en tant que député de t'écouter pour ensuite le mieux te représenter possible au niveau national.
En gros, je peux demander, comment dire, je peux demander tout ce qui passe par la tête, en gros, ce qui se Oui, passe oui, de là où je suis. oui, tu Je peux. peux tout dire. Je peux tout, Exactement, tu peux tout dire. Alors, dans certaines limites, tu sais bien, mais non, il n'y a pas, y a pas non, de mais souci. vas-y, si tu as une idée, même. Euh, Bah, déjà, moi, je t'ai proposé un truc où j'habite à Sèche-Laval, c'est parce que je sais pas, ils respectent rien. Ça serait déjà peut-être de refaire le terrain. Je sais pas si le terrain de foot où je suis. ok. Donc, bien entendu, ton idée, c'est de refaire le terrain de foot de Saint-Ginaval. Alors, bon, Hmm. là, il y a des élus de Saint-Ginaval qui pourraient te répondre, mais le but de l'échange, excuse-moi, je ne l'ai pas Ouais, ouais, non, précisé. je sais, il n'y a pas de souci, y a pas de souci, mais Non, non, mais c'est c'est bien. ça. Le but de l'échange, c'est plutôt d'avoir une réflexion sur les sujets nationaux, si possible. Parce qu'il n'y a pas forcément les élus locaux de toutes les Ouais, communes. ouais, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai bien noté ton point. Alors, Aïcha, je crois, veut te répondre là-dessus. Alors, Aïcha, je ne sais pas si. Ouais. Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être là. Merci de votre invitation, Monsieur Gassiou. Je voudrais répondre à ce jeune homme en lui demandant de quel terrain de foot il fait référence. À quel terrain? À celui je sais pas si vous connaissez au Champ-Long, les colos. Ah, du Champ-Long, d'accord. Parce qu'en fait, il l'avait D'accord. déjà refait, mais comment dire, en fait, il respecte rien. Du coup, je sais que c'est pas le Ok, but, mais je préfère en parler comme d'accord. ça. Parce que vu que c'est un peu le moment spot, je sais que c'est pas. Voilà, mais je préfère en parler comme ça, c'est fait. Est-ce que je peux juste avoir ton nom, s'il te plaît? Bounas Fares. Bouna, d'accord. Donc, Bouna habitant Non, Fares. de, Bounas, Ah, Bounas, oui, B-O-U-N-2-A-S. oui. Bounas, d'accord. Ok. donc, habitant de On ne va pas Saint-Ginaval. s'étaler sur que ce sujet-là, on va continuer. On se verra plus tard à ce Il n'y a pas de sujet-là. souci. Bon, ça tombe bien, il y a Merci. une élue de Saint-Ginaval. Alors, je ne sais pas les autres, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir par rapport, si possible, aux sujets nationaux, hein, donc les sujets qui concernent le pays. Ça peut être aussi bien votre citoyenneté, le fonctionnement des institutions. Vous pouvez même poser des questions. N'hésitez pas à quoi ça sert un député. Les ministres, est-ce qu'ils, selon vous, ils font bien leur travail, les Non. députés, Bah ouais, etc. moi, Alors, je crois qu'il y a Manon qui souhaite intervenir. Manon, si éventuellement tu veux te présenter et puis faire part de ta remarque. Moi, je suis Manon Barbarin, j'ai 21 ans et je viens de Lyon. De Lyon, d'accord. Voilà. Voilà. Non. Et donc, Manon, tu avais quelque chose à nous dire? Tout à fait. Donc, je trouve que le port du masque, c'est déjà compliqué pour tout le monde. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est pas vraiment normal qu'ils nous mettent des amendes alors que c'est plus compliqué pour certaines personnes, surtout pour ceux qui ont des soucis respiratoires. Et donc, ta proposition, ça serait d'exonérer du port du masque les personnes qui ont des soucis respiratoires. C'est ça, tout à fait. Eh bien, bonne remarque. Je ne sais même pas si quelqu'un y a pensé au niveau national, euh, sachant que c'est quand même compliqué, puisque, y compris, enfin, tu peux nous expliquer davantage, c'est que quand tu as des soucis respiratoires, avec le masque, c'est vraiment difficile de respirer? C'est ça. Bah, moi, j'ai ce souci-là et c'est vrai que moi, au niveau du masque, je peux pas vraiment le porter tout le temps, quoi. Ouais, ok. Non, mais ça marche. Bah, écoute, bien noté maintenant. J'espère que le masque ne sera bientôt plus obligatoire, peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, puisque vous savez que la vaccination progresse rapidement. On a dépassé les 20 millions de personnes vaccinées. Et voilà, bah, je note en tout cas ta proposition pour me renseigner à ce sujet-là, pour voir si en attendant que le masque ne soit plus obligatoire, s'il y a possibilité d'avancer là-dessus. Alors, ensuite, alors Madame Grattalou, je crois, ou Monsieur, je ne sais pas s'il souhaite intervenir, parce qu'il y a une information intéressante dont moi-même je ne disposais pas. Bonjour, alors nous allons parler pour Michael Grattalou, 22 ans, qui est entre nous deux, notre fils, donc handicapé à 80%, nous sommes ses parents et ses tuteurs. Son âge mental, c'est moyenne section de maternelle, il a 22 ans. Donc là, juste pour répondre à la personne de tout à l'heure, si on a une ordonnance d'un médecin qui dit que la personne ne supporte pas le port du masque, on ne peut pas être verbalisé. Donc il suffit de demander l'ordonnance et de l'avoir sur soi. C'était pour répondre à la question de Manon. Nous, notre question, elle est plus générale. Le manque crucial de place en femmes dans le Rhône, mais dans la France en général. Ça fait 4 ans qu'on cherche, 4 ans qu'on est rejeté, enfin, que notre fils est rejeté, tout simplement parce qu'il en manque tellement que dans les établissements, ils choisissent les profils les plus faciles, on va dire.
et ça se comprend. Récemment, il a été refusé à Vernaison. Ça a été une grande déception pour nous parce qu'on a vraiment cherché partout. En Rhône-Alpes-Auvergne, on est même allé très loin. Va aux toilettes, ok. Et du coup, le problème pour Vernaison, c'est qu'il n'y a qu'un professionnel pour 11 personnes handicapées accueillies. Et il y a donc plein de moments où ces personnes handicapées accueillies sont seules. Donc, notre fils a été refusé parce qu'il demande trop de surveillance. Donc, c'est un problème crucial. Les personnes handicapées sont totalement oubliées tout le temps. Dans la crise, on l'a particulièrement vu. Mon mari s'est arrêté de travailler pendant quasiment un an pour garder Mickaël qui ne supporte pas le port du masque. Donc, il se mettait lui en danger. Il a 2 petits frères, un au collège, un à l'école. Donc, le Covid a bien circulé. Donc, si notre fils, Mickaël, était allé dans son établissement pendant un an, il risquait de contaminer les 100 autres jeunes qui ne supportent pas non plus le port du masque, parce que vu le Covid que ses frères risquaient de ramener à la maison, c'était très compliqué. On a eu beau dire et redire, mais aidez-nous, on n'a jamais été entendu pendant un an. Conclusion, mon mari était hospitalisé par le SAMU en janvier et moi la semaine d'après. Quand je dis qu'on est épuisé, je le dis, je l'écris, je n'arrête pas de le dire et ça ne sert à rien. Et à côté de ça, il n'y a pas de place en femmes. Il n'y a pas de place pour eux, nulle part. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, le suicide des parents, un suicide collectif, je ne sais pas, mais vous allez finir par y arriver. Mais avant, ça aurait été médiatisé. Voilà, je suis très en colère de ce qui se passe. Et le fait qu'il n'y ait pas de place en femmes ou foyer de vie pour ces personnes handicapées, ça bloque les enfants. Notre fils, qui a 22 ans, est sous amendement Creton, prioritaire soi-disant, mais prioritaire de quoi? Ils sont tous prioritaires parce que forcément, il y en a des tonnes sur liste d'attente. Pendant ce temps, les enfants sont coincés dans des établissements, enfin les ados sont coincés dans des établissements d'enfants, c'est une catastrophe. Alors l'école inclusive, je suis désolée, ça n'est pas possible pour tout le monde. On n'a pas tous les capacités d'aller à l'école inclusive. Ok. Merci Madame pour votre témoignage et puis merci pour la réponse à Manon concernant les masques. Vous voyez que j'ignorais qu'il y avait cette possibilité-là. Alors, vous habitez quelle commune exactement? Bognoret. Bognoret, d'accord, ok. Parce que donc les femmes, je sais, donc, en tout cas, merci du témoignage parce que ça permet aux jeunes qui sont connectés de prendre conscience de la diversité des situations qui existent. Donc les femmes, ce sont les foyers d'accueil médicalisés, je parle sous votre contrôle. Oui. Donc, qui permettent d'accueillir des personnes en situation de handicap donc partout sur le territoire. Et c'est une compétence des départements. Donc à Vaugneray, c'est le département du Rhône. À Vaugneray, le maire est conseiller départemental par ailleurs. Et donc, je ne veux pas du tout me défausser sur le sujet parce que je suis très attentif, enfin très sensible en tout cas au retour que vous m'avez fait. Mais effectivement, ce sont les départements, à ma connaissance, qui ouvrent le nombre de places en fonction des capacités qu'ils ont. Et vous n'êtes pas la première à me dire effectivement qu'il y a un nombre de places insuffisant au regard de nombre de personnes disponibles. Et je peux vous dire que moi-même, j'ai un petit frère trisomique qui est à Soucieux-en-Jarret, donc je sais moi-même ce qu'il en est. Mais peut-être pour aller plus loin sur la question, parce que moi, je suis un peu limité pour vous répondre, je pense qu'il faudrait échanger avec Daniel Julien, le maire de Vaugneray, à ce sujet-là, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec lui. Alors, on a eu affaire à M. Julien quand Mickaël était en maternelle. Au départ, on lui avait demandé une AVS, l'école n'étant pas accessible et construite après la loi, qui dit que tous les bâtiments publics doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Sa réponse avait été non. Moi, je ne fais rien. Donc, on avait bloqué l'école dès les 3 ans de notre fils. On avait déjà été obligé de bloquer l'école. Et c'est M. Bariol qui nous avait aidés et qui avait dit moi, je payerai cette AVS. Okay. Elle avait été payée. M. Julien ne nous aide pas. Et à côté de ça, ils ne sont même pas recensés. J'ai refusé le recensement. J'ai refusé d'y remplir en mettant M. Julien en copie, en lui disant tant que les personnes en situation de handicap, il n'y aura pas une case pour eux dans les formulaires de recensement. Maintenant, je refuse de cocher autre pour mon fils parce qu'il n'y a pas de place, mais pour la bonne raison qu'ils ne sont pas comptabilisés dans les communes. Et quand j'ai dit à M. Julien, enfin, son conseiller qui m'a rappelé en disant pourquoi vous refusez le recensement, j'ai dit parce que vous ne comptabilisez pas dans vos communes
les personnes en situation de handicap. Il dit, bah oui, mais là, on ne va pas toucher les sous. Je lui dis, alors dites-moi déjà combien il y a de personnes en situation de handicap sur la CCVL. Ils sont incapables de répondre. OK. Alors, ce n'est pas lui qui va créer un frein. Hein. Ouais, alors, je note bien vos sujets. Alors, juste 2 points. À l'époque, Georges Bariol était conseiller départemental, et donc je pense que c'est à ce titre-là qu'il vous avez répondu également, puisque c'était sa compétence. Entre-temps, Daniel Julien est devenu conseiller départemental. C'est pour ça que moi, je me permets non pas de vous retourner vers votre maire, mais vers le conseiller départemental, on va dire, qui gère cette compétence. Et deuxième point, concernant les écoles, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur l'accessibilité des écoles il y a une vingtaine d'années. Depuis, je peux vous dire que, alors je connais pas, j'ai pas en tête l'état de l'école de Vaugnières en particulier, mais dans toutes les écoles primaires, en tout cas dans la dizaine que j'ai fait ces dernières semaines, à chaque fois une solution d'accessibilité est proposée. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'efforts à ce sujet-là, mais qu'effectivement, c'est un effort qui est plutôt récent, qui date plutôt des 10-15 dernières années. Et je veux bien croire qu'il y a 20 ans, l'école de Vaugnières n'était pas encore accessible. Donc, ce que je vous propose, madame, c'est de voir avec Daniel Julien en tant que conseiller départemental, ou Claude Goua, qui est sa binôme, vous pouvez voir l'un ou l'autre, et puis éventuellement de revenir vers nous. Mais M. Julien ne fera rien. OK. Bah, en tout cas, c'est la compétence, si vous voulez, du département. Donc moi, je peux. Mais pas l'ouverture d'un FAM. Il ne va pas ouvrir un FAM. Bah, il ne va pas y avoir un FAM sur Vaugnières pour une personne. Non, mais pas forcément sur Vaugnières en particulier, mais de voir la demande et de voir au niveau du département si les places sont correctement dimensionnées. Et si vous souhaitez, nous, on peut se revoir en entretien plus précisément. Sylvie, peut-être, pourrait coller mon mail là dans le chat. Voilà. Donc, voilà ce que je vous propose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce témoignage. Et donc, j'espère que ça avancera rapidement pour votre fils. Eh bien, merci. Merci. Alors, on passe à une autre intervention. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais je crois que Kevin souhaitait intervenir. Kevin Rambaud, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour. Alors, Kevin, si tu veux, éventuellement, tu peux allumer ta caméra, si tu le souhaites. Hein, pour que ce soit... je ne l'ai pas, j'en ai pas malheureusement. Ah, pas de problème, vas-y. Donc moi, je souhaitais intervenir parce que, en fait, ce qui m'a inquiété avec cette crise du Covid, c'est qu'au niveau national, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque crucial de réactivité et de rapidité. Et en fait, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait un problème au niveau du Conseil des ministres et du poste de président de la République, qui fait que le président de la République, lui, il a l'immunité, on va dire, par rapport à ce qui se passe et aux décisions qu'il pourrait prendre. Il aurait une certaine immunité, tandis que les ministres n'en disposent pas. Ce qui fait que, par exemple, pour les décisions qui concernaient les confinements ou des mesures restrictives par rapport à la situation sanitaire, les ministres devaient en quelque sorte se protéger en permanence en prenant des mesures plus radicales, parce que dans le cas où ça n'aurait pas été assez efficace, on aurait pu leur imputer tous ces problèmes. Ce qui fait que il y a sûrement des problèmes au niveau de la législation qui font que dans des crises aussi graves que celle-là, les politiques ne peuvent pas vraiment agir comme ils le voudraient. Et je me pose la question si est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, vu les crises qu'on pourra avoir dans le futur, notamment les crises climatiques. Okay, ça marche. Alors, j'ai bien compris si j'ai bien compris ta question, c'est de dire est-ce que nos gouvernants ont la capacité de décider rapidement de quelque chose ou est-ce qu'ils sont également inquiétés est-ce qu'ils peuvent être inquiétés par la justice et donc ne pas prendre des décisions suffisamment fortes et efficaces? Alors, à ma connaissance, effectivement, le président, il y a un cas particulier qui fait que pendant l'exercice de son mandat, il a une certaine immunité, mais comme les députés, comme les parlementaires d'ailleurs, hein, et si vous voulez, on pourra revenir sur cette question pour voir si c'est justifié ou pas, mais le président ne prend des décisions que sur certains domaines réservés, par exemple concernant les armées, parce que c'est le chef des armées, mais sur l'ensemble des décisions qui concernent la crise sanitaire, les décisions ont bien été celles du gouvernement. Le président, à chaque fois, a donné des grandes orientations, mais les décisions ont été celles du Premier ministre et de ses ministres, autorisées par la loi, puisque vous savez que dans le cadre de cette crise sanitaire, on a voté des lois pour donner temporairement des pouvoirs un peu plus importants aux ministres, par exemple le confinement,
un ministre ou un Premier ministre n'a pas le droit de décider le confinement, ni même le président. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. On a voté une loi d'état d'urgence sanitaire où temporairement, on a dit au gouvernement, vous pouvez confiner le pays si vous estimez que c'est nécessaire. Mais je ne pense pas que des décisions n'aient pas été prises par crainte de risque juridique, pour répondre à ta question. Et en même temps, je rajoute que, effectivement, les gouvernants sont de plus en plus attaqués par des associations, par des citoyens, sur certaines décisions. Mais vu de ma fenêtre, je ne pense pas que ce risque juridique ait pu entraver certaines décisions. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou si tu... Bah, ça répond à ma question, mais ça... ce que je veux dire, c'est que pour les crises qui vont arriver, est-ce qu'on est vraiment sûr que... En fait, la question, c'est qui a vraiment le pouvoir au final? Parce que... Ça marche. Et alors, pour répondre à ta question complémentaire, sache que dans notre Constitution, il y a un article qui s'appelle l'article 16, qui est l'article 16, vous pouvez regarder dans la Constitution, qui prévoit que dans des situations exceptionnelles, le président et le gouvernement aient la capacité de prendre des décisions exceptionnelles sans passer par le Parlement. C'est un régime d'exception, voilà, en cas de guerre notamment, ça a été prévu. Et donc, sache qu'il y a cette possibilité juridique qui est offerte au président et au gouvernement, mais que le but de la crise sanitaire, ça a été de ne pas recourir à cet article 16 en respectant à chaque fois le vote du Parlement. Voilà. Mais si on avait été sur des situations vraiment, vraiment exceptionnelles, le président et le gouvernement auraient pu même se passer de l'autorisation du Parlement, avec l'article 16. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour votre réponse. OK. Merci. Alors, en tout cas, pour ta question. Alors, je prends un peu les choses dans l'ordre. Je vois qu'il y a Alexia qui souhaitait intervenir. Hop, je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent et on va essayer de raccourcir les échanges pour que tout le monde puisse intervenir. Alexia, je ne sais pas si tu souhaites intervenir. Oui, bonjour. Bonsoir. Moi, je voulais parler de la réouverture des discothèques parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne. C'est voilà, notre jeunesse et c'est un loisir en fait. Et c'est vrai que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les clubs libertins, par exemple, vont réouvrir sous certaines conditions, mais pas les boîtes de nuit. Il n'y a toujours pas de date réouverture qui est prévue. Et en fait, je pense que c'est peut-être mieux de réouvrir ces espaces où on peut mettre des mesures sanitaires plutôt qu'on se retrouve entre jeunes dans des appartements et où forcément on a des petits appartements et voilà, on va être regroupés et on va pouvoir se contaminer plus facilement et même ramener ramener Covid chez nos parents. Ok, ben merci pour cette question. Je peux te dire que le sujet des discothèques a été pas mal abordé ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une question d'un député qui s'appelle Jean Lassalle qui parlait justement des clubs libertins, etc. Enfin, et d'ailleurs, si vous regardez bien la vidéo, je suis assis juste derrière lui. Donc, j'ai plein d'amis qui ont vu la vidéo de Jean Lassalle et qui m'ont envoyé des SMS en disant bah, tu étais derrière Jean Lassalle. En tout cas, sache que la question, beaucoup de députés partagent ton avis sur le fait qu'effectivement, ça peut être contre-productif de laisser fermer les discothèques et de courir le risque, on va dire, qu'il y ait beaucoup de fêtes clandestines. Donc, le sujet est bien à l'ordre du jour. Il y a notamment un député qui s'appelle Christophe Blanchet, qui est d'ailleurs un ancien patron de discothèque, qui est un député MoDem, qui porte ce sujet auprès du gouvernement. Donc, c'est un sujet qui est en cours d'études et j'ai bon espoir, on va dire que à minima d'ici l'été, le gouvernement fasse des annonces avec peut-être un protocole un peu strict sur un nombre de personnes admises dans la discothèque pour permettre la réouverture des lieux de fête et des discothèques en particulier. Donc voilà, sache que c'est un sujet qui est bien pris en compte et je pense qu'il va avancer dans les prochaines semaines. Et de même, les festivals, notamment qui vont avoir lieu cet été, je pense qu'il y a un certain nombre dans des conditions un peu particulières, mais qui vont pouvoir se tenir. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ensuite, je crois qu'il y a Balthazar qui souhaitait intervenir. Oui, bonjour. Oui, alors est-ce que tu peux préciser ta commune, parce que j'ai oublié de la demander. J'habite à Charbonnières. Très bien. J'avais deux petites questions pour vous. Je voulais juste savoir, parce que vous aviez voté pour la loi climat, et puis ce que vous en pensiez. Voilà, de ce que vous en pensez, de ce qu'elle est devenue, de ce que le président en a fait.
Et je voulais savoir si vous aviez prévu avec LREM de taxer les riches et les profiteurs de la crise. Voilà, parce que c'est facile. Genre, il y a quand même un problème d'inégalité aujourd'hui. Et je voulais savoir ce que vous aviez prévu tous ensemble par rapport à ça. Ok, merci Balthazar pour tes deux questions donc, concernant la fiscalité et la loi climat. Donc la loi climat, oui, j'ai voté oui pour cette loi climat parce qu'elle elle comporte plein de dispositions intéressantes qui permettent d'avancer, on va dire, sur certains secteurs. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'elle ne va peut-être pas forcément assez. Enfin, elle aurait pu aller, on va dire, plus loin et peut-être être davantage lisible, on va dire, pour nos concitoyens, parce qu'elle a plein de mesures, on va dire. Je crois qu'il y a 80 articles dans cette loi. Par contre, on n'en retient pas forcément des mesures très claires. Et notamment, je pense qu'il y a un point sur lequel on ne fait pas assez dans notre pays, c'est la question de l'isolation. Parce que je crois que quasiment un tiers de nos dépenses énergétiques concernent le chauffage. Et on a beaucoup ce qu'on appelle des passoires thermiques, c'est-à-dire des maisons mal isolées qui ont été construites dans les années 70-80 quand le pétrole était pas cher. Et il me semble qu'un des points clés sur lesquels on pourrait avancer plus rapidement, c'est l'isolation à la fois des nouveaux bâtiments et également des bâtis existants, donc dans la rénovation énergétique. Et concernant ton deuxième sujet, on va dire sur la fiscalité, toi, ce que tu proposes, grosso modo, c'est que tu dis qu'il faudrait taxer davantage les riches. Alors, il faudrait qu'on échange pour savoir ce que c'est être riche en France, on va dire. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution fiscale, on va dire, qui sont prévues, on va dire, d'ici la fin du quinquennat. Vous savez qu'il y a des élections en 2022, parce que c'est un engagement à la fois du président et de Bruno Le Maire de dire on veut favoriser la relance et donc pas de nouvelle fiscalité. Et je pense qu'il faut regarder déjà la répartition de la fiscalité en France. On est déjà un des pays qui a la fiscalité, on va dire, la plus lourde vers ceux qui ont des revenus importants. Si je prends par exemple l'impôt sur le revenu, il y a déjà 50% des ménages qui ne le payent pas parce que, on va dire, avec des niveaux de revenus trop faibles. Et dans les 50% restants, c'est un impôt qui est très progressif. C'est-à-dire que plus vous gagnez d'argent et plus vous payez beaucoup d'impôts. Et il est déjà hyper progressif, ce qui fait que vous avez déjà une redistribution en France qui est déjà assez importante du fait du système social notamment et du système de la fiscalité. Voilà. Faudrait regarder si on pourrait échanger plus dans le détail, mais on a, à mon sens, pour que je te réponde mon opinion, je pense qu'on a une fiscalité qui est déjà très redistributive et qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas non plus aller trop loin, puisque ça peut... faut qu'on encourage aussi chacun au travail et à produire pour le pays. Voilà. Toi, ce que je comprends, Balthazar, c'est que tu dis on devrait encore davantage fiscaliser les personnes qui ont plus de revenus. Hein. Ah, ton micro est coupé. Hein. Je ne sais pas si tu peux le réactiver. Ah, pardon. Alors, voilà. Hop, ça y est, tu peux le réactiver. Merci. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est... là, comme tout le monde, on regarde les infos et quand je vois qu'après la crise, il y a plus d'1 million de personnes qui sont devenues pauvres, moi, ce que l'INSEE considère comme pauvres, et que les grosses entreprises et les fortunés plus riches vont au Luxembourg et puis sont fait de l'argent pendant la crise, moi, ça me paraît un peu inégal. Je sais bien que la France est hyper redistributive et on a une chance extraordinaire, mais je pense que dans ce moment de crise, tout le monde pourrait y mettre du sien. Ok, je comprends ton retour. Alors, juste deux éléments. Le premier élément sur lequel on a essayé de mettre le paquet, mais peut-être pas encore suffisamment, c'est sortir de la pauvreté par l'emploi et la formation. Et je ne sais pas si tu te rappelles aussi, en début du mandat, on a supprimé beaucoup de cotisations salariales. Il y a eu la prime pour l'emploi pour augmenter les salaires nets, on va dire, des personnes, on va dire, qui ont le moins de revenus. Et le deuxième point que tu indiques sur le fait qu'il y en a qui partent parfois à l'étranger, malheureusement, j'allais te dire, plus on augmente la pression fiscale en France et plus on encourage ça aussi d'une certaine manière. Et donc, c'est mieux que les riches payent leur impôt en France. Et par contre, ce que tu dis, ça appelle peut-être à une solution d'une fiscalité européenne, parce que si la France toute seule de son côté se met à taxer une certaine catégorie de la population, effectivement, aujourd'hui, c'est très facile d'aller mettre son entreprise de l'autre côté de la frontière ou son patrimoine de l'autre côté de la frontière. Et donc, il faut peut-être qu'à l'échelle européenne, on arrive à davantage de coordination fiscale pour éviter ce genre de phénomène.
En tout cas, merci pour ton retour. Alors, je crois qu'il y avait, si Balthazar, ça te va, je crois qu'il y avait Alexandra qui souhaitait intervenir. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent. J'espère qu'on pourra prendre toutes les questions. Bonsoir. Alexandra, je t'en prie, si tu veux te présenter. Ouais. Et puis, Alors, je suis étudiante en école d'architecture. Alors, je suis étudiante en école d'architecture et du coup, j'ai grandi à Saint-Genis-les-Olières, donc dans l'Ouest. Et il y a un sujet qui me tracasse un peu, c'est qu'on en parle beaucoup en cours et il y a un espèce de... J'aimerais en fait que notre région lutte contre l'artificialisation des sols et qu'on essaye de contraindre l'extension urbaine, parce que Lyon est en train de s'étendre de plus en plus. Et est-ce que vous avez un avis là-dessus ou est-ce que j'aimerais bien que les plans d'urbanisme et qu'il y ait des vrais plans d'urbanisme et qu'on puisse prévoir un peu tout ça et qu'on ne laisse pas trop l'agglomération urbaine s'étendre et détruire un patrimoine et des terres fertiles qui pourraient nous servir par la suite. OK. Alors, question vraiment très intéressante et majeure et qu'on oublie parfois. Donc, je ne sais pas si tout le monde a bien compris la question. L'artificialisation des sols, finalement, c'est le fait de transformer un terrain qui a une vocation naturelle ou agricole vers une maison, un parking de supermarché, une industrie, etc. Ça pose de nombreux problèmes puisque plus le sol est artificialisé et moins la nature, on va dire, progresse. Donc, notamment pour la photosynthèse, moins d'oxygène, moins de biodiversité et moins d'eau qui pénètre dans les sols, ce qui fait que quand vous avez de la pluie, il y a un phénomène de ravidement et les rivières grandissent beaucoup plus vite avec tout ce qu'on connaît comme conséquence. Pour donner un ordre d'idée à chacun, l'artificialisation des sols, c'est un département qui disparaît en France tous les 10 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, on met du béton, du goudron, tout ce que vous voulez sur l'équivalent d'un département. Donc, c'est assez important comme phénomène. Et donc, comment on peut agir contre ça? Effectivement, c'est à l'échelle des communes ou parfois des communautés de communes ou métropoles, il y a ce qu'on appelle les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui sont des documents qui définissent si une surface est une surface agricole, industrielle, commerciale ou habitable. Et donc, chaque commune va, on va dire, définir l'usage de son sol. Alors, j'ai pas noté, tu étais de quelle commune? Pardon. De Saint-Genis-les-Olières. Saint-Genis-les-Olières, d'accord, ok. Donc Saint-Genis-les-Olières, donc c'est une commune de la métropole de Lyon. D'ailleurs, j'y serai jeudi prochain. On va refaire une visioconférence comme ça avec le maire. Et d'ailleurs, tu pourrais poser ta question au maire de Saint-Genis-les-Olières si tu veux. Le jeudi prochain, c'est à 19h. Oui. Et donc, Saint-Genis-les-Olières, ça fait partie de la métropole. Et donc, la métropole a un PLU sur l'ensemble de la métropole et elle définit de telles zones. Et par exemple, cet après-midi, j'étais à Saint-Genis-de-Laval avec le premier adjoint de Saint-Genis-de-Laval. Et certaines zones à Saint-Genis-de-Laval ont été définies comme des PENAP. Si tu t'intéresses sur le sujet, c'est PENAP, c'est-à-dire des zones qui, de manière irréversible, resteront des zones naturelles ou agricoles. De telle sorte que les gens, grosso modo, n'aient pas de projet de construction dessus. On leur dit définitivement, c'est des zones qui ont une vocation naturelle. Voilà, donc ça se joue beaucoup à l'échelle des communes. Et au niveau national, il y a un objectif d'artificialisation maximum. Et donc, l'État, dans ses relations avec les communes, active des leviers pour demander aux communes, dans leur PLU, d'avoir des objectifs ambitieux pour ne pas trop artificialiser les sols, notamment en valorisant ce qu'on appelle les dents creuses. Ce sont les espaces inhabités à l'intérieur des agglomérations. Voilà, pour densifier un peu les choses. Voilà pour répondre à la question, mais n'hésite pas à revenir jeudi prochain à 19h et je pense que le maire pourra apporter de Saint-Genis-les-Olières, ton maire pourra apporter une réponse complémentaire. Voilà, si ça te va, je propose de passer à Max qui a levé la main également. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je voulais vous remercier pour le questionnaire et pour une petite question, c'était par rapport à l'importance. Ouais, je vais faire ça. Par rapport à l'importance de certains domaines, et je voulais surtout parler de l'éducation, parce que déjà depuis plusieurs années, on en parle tous entre nous, on a tous été lycéens, mais personnellement, au lycée, je disais déjà que le système scolaire français était très mauvais et qu'il fallait s'inspirer d'autres pays, et je sais que c'est une question auquel il est très difficile de répondre, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de vraies solutions ou de vraies idées par rapport à ça?
Alors déjà, Max, tu peux nous dire de quelle commune tu es par curiosité? Je suis de Brinda. De Brinda, d'accord, ok. Alors, ça tombe bien, à Brinda, je ne sais pas si tu sais, il y a un projet d'extension de l'école primaire qui est important. Oui. Parce que quand tu parles de l'éducation, tu pouvais parler de plus du primaire, du collège, du lycée. Tout. Alors, le lycée, je sais que vu qu'il y a une réforme il y a peu de temps, j'ai trouvé que cette réforme était vachement intéressante parce que ça laissait beaucoup plus de choix aux jeunes et de voir vraiment ce qui leur plaisait. Après, je pense que le plus tôt serait le mieux. Donc, je pense que le collège, oui, peut-être, pourquoi pas. Après, Ok. Parce que donc, bon, j'ai bien noté ta question, mais c'est compliqué pour moi de te répondre, on va dire, de manière globale, parce que ça dépend vraiment niveau par niveau. Par exemple, côté primaire, ce qui a été fait, c'est de dédoubler les classes dans les secteurs, on va dire, d'éducation prioritaire. Je ne sais pas si tu as vu, parce qu'on a vu que beaucoup des inégalités sociales se créent dès le primaire. Quand tu arrives en CE1 et déjà que tu ne sais pas lire, c'est presque un retard que tu vas garder, on va dire, longtemps. Et donc, dans les zones difficiles, on a des classes de CP-CE1, je crois, de 12 maximum, qui permet aux enfants, on va dire, d'origine un peu défavorisée, de se rattraper, on va dire, par l'école. Donc, ça a été plutôt ça la priorité, on va dire, le primaire. Tu as parlé effectivement de la fin des séries, on va dire, en lycée, qui permet de se construire des parcours un peu particuliers. Par exemple, on peut à la fois aimer beaucoup les maths et beaucoup le français, alors qu'avant, il fallait un peu choisir. Il y a eu la réforme du bac, et puis la réforme d'APB aussi, qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années. Et puis il y a la réforme aussi au niveau des universités, qui vise à créer plutôt des grosses universités qui peuvent avoir l'effet taille pour mener des partenariats avec des entreprises, exister à l'échelle européenne. Donc, d'accord. Voilà, ce que je peux dire en tout cas, c'est que l'éducation, de mémoire, c'est le premier budget de l'État. Donc, c'est vraiment là où on met le plus d'argent au niveau national, mais qu'il y a sans doute encore beaucoup de réformes à faire. Voilà. Mais si tu as un point particulier d'un secteur, voilà. Toi, tu as été au collège à quel endroit? J'étais à Georges Charpak, au même collège. Et au lycée après? À Charbonnières-les-Bains, lycée Blaise Pascal. Ok, très bien. Bon, voilà, en tout cas, l'éducation, c'est un sujet qui est venu, voilà, c'est en permanence et hyper important, comme tu le dis. Tout à fait. Bon, voilà, en tout cas, n'hésite pas. Et merci beaucoup pour ta question. Alors, je prends dans la suite, il y avait Maxence Gratalou, je crois, qui souhaitait intervenir. Oui, bonjour. Donc, bonjour, je voulais intervenir tout d'abord. Je voulais d'abord aussi vous remercier parce que c'est intéressant de nous permettre aussi de parler, de communiquer. C'est vrai que pour moi, c'est une grande première. Donc, déjà, je voulais vous remercier par rapport à ça. Donc, moi, j'habite à la commune de Courzieux, donc un peu plus dans la campagne. Et justement, en répondant au questionnaire, moi, j'avais soulevé aussi un problème qu'on se pose beaucoup depuis quelques temps, notamment au niveau des transports, pour desservir justement les communes les plus reculées, les communes rurales, où justement, aujourd'hui, on constate beaucoup de bouchons dans les villes, etc. On parle beaucoup de la pollution, des voitures, etc. Et en fait, on constate que dans beaucoup de communes en France, on a des voies ferrées qui existent par rapport à avant au transport des marchandises, et finalement qui n'ont jamais été remises en avant, revalorisées et réparées pour pouvoir redesservir ces communes. Je parle notamment de ma commune aussi à moi, où finalement on a des voies ferrées qui ne servent à rien, enfin qui ne servent plus actuellement. Et on l'a encore, je trouve, plus vu, notamment avec le Covid, parce que quand on a été, par exemple, mis en distanciel et que des fois on devait revenir par exemple, une journée à l'école, etc., on a été beaucoup bloqués parce qu'on n'avait pas de transport en commun alors qu'on a des infrastructures qui sont déjà existantes. Donc, je voulais savoir si déjà au plan national, il y avait des fois, le sujet avait déjà été mis en avant, s'il y avait des projets justement pour essayer de desservir ces communes en désengorgeant justement l'utilisation de la voiture et en réutilisant notamment ces infrastructures. Et après, j'avais donc aussi une deuxième interrogation, qui est un peu, rien à voir avec les transports, mais ça rebondit un peu sur l'éducation. C'était par rapport notamment à la réforme Parcoursup qui avait été faite il y a quelques années, justement, vous parlez tout à l'heure de la réforme APB qui avait été changée en Parcoursup. Et je voulais savoir si, par exemple, une réforme ou un projet avait été lancé, notamment pour la plateforme e-candidat, d'être complètement remodifié et remodelé sur un peu le même principe que Parcoursup, où ça soit une plateforme qui soit nationalisée et plus école par école, où à chaque fois, il faut refaire tous les dossiers, etc. Et permettre aussi une nationalisation des réformes pour postuler dans les écoles supérieures. Voilà. Ok, merci Maxence pour tes deux questions. Alors déjà, je pense que ça permet à tout le monde d'entendre parler de Courzieux, ce qui n'est pas forcément évident. Donc Courzieux, c'est une commune qui est un peu le long de la vallée de la Brévenne, on peut dire, entre l'Arbrel et Sainte-Foy-l'Argentière.
Effectivement, la question du transport, on va dire, arrive souvent sur la vallée de la Brévenne, puisque dans cette vallée, historiquement, il y avait effectivement un train qui rejoignait Sainte-Foy à l'Arbrel et qui, aujourd'hui, s'arrête à Saint-Bel et d'ailleurs qui est très utilisé. Et donc, la question, c'est comment augmenter l'offre de transport collectif, si j'ai bien compris, autour de Courzieux, sachant qu'aujourd'hui, il y a une ligne 142, je crois, mais qui est pas super efficace. Moi-même, je l'ai prise une fois. Je crois qu'il faut 1h30 pour aller pour rejoindre Lyon. Alors, pour répondre à ta question, pareil, là, en termes de compétences, vous savez que les collectivités et l'État ont des compétences bien particulières. Le transport de voyageurs par voie ferrée, c'est la région qui s'en occupe. Et donc, on travaille bien entendu avec la région pour essayer de pousser le maximum le ferroviaire. Et ce que je peux te dire, c'est qu'à proximité de chez toi, il y a le train Sainte-Foy-l'Argentière, ça sera compliqué, on va dire, ça sera pas dans les 5-10 ans. Par contre, il y a un projet d'amener le train non pas à Saint-Bel, mais à la Giraudière, qui est juste en dessous de Courzieux. Et donc, de telle sorte que là, à terme, il pourra avoir un petit bus entre Courzieux et la Giraudière, et ensuite être en mesure de prendre le tram-train à la Giraudière qui va jusqu'à Saint-Paul de mémoire. Et deuxième information, on a voté une loi en 2019 qui s'appelle la loi mobilité, qui prévoit quelque chose de particulier pour le Rhône, c'est qu'il y a un syndicat de transport unique à l'échelle de l'ensemble du Rhône. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, il y a les cars du Rhône, c'est des cars bleus, et les cars TCL, ce sont des cars rouges. Et à partir du 1er janvier 2022, c'est-à-dire bientôt l'année prochaine, on devra avoir une seule entité qui gère les transports sur l'ensemble du département du Rhône, ce qui veut dire que les lignes seront mieux synchronisées, qu'il y aura une billetterie unique et peut-être plus d'offres de transport, on va dire, dans les zones rurales. Donc voilà, Maxence, pour répondre à ta question. Et sache que le maire de Courzieux nous relance souvent, Jean-Bernard Charblanc, sur les questions des transports, et donc on avance sur le sujet. Ensuite, sur la deuxième question, je ne suis pas au courant. Cette plateforme e-candidat, je ne sais pas si Clélia, tu la connais, si tu peux m'aider à répondre, mais c'est une plateforme pour accéder à quel parcours? Ah, pardon, ton micro est… Voilà, c'est bon. En fait, c'est une plateforme donc, qui est justement post-licence, si je ne me trompe pas. Du moins, c'est post pour les masters, ou je ne sais pas, c'est même post-BTS. En gros, c'est post-Bac plus 2, Bac plus 3. Donc, c'est une plateforme qui est comme au lycée où on postule dans toutes les écoles pour les formations. Et c'est vrai que c'est quand même une assez ancienne plateforme. Et on se rend compte que là, par exemple, on a dû faire, c'est ce qui a été mon cas cette année, de candidater. Où en fait, il faut qu'on candidate par chaque école, chaque dossier, refaire chaque chose, refaire tout à chaque fois. Et en fait, il n'y a rien qui est nationalisé, alors qu'au bac, justement, quand ils avaient fait Parcoursup, le système avait été mis en place, c'était plutôt intéressant, parce qu'en fait, on remplissait une fois tout sur la plateforme, et après, on faisait, par exemple, chaque lettre de motivation pour chaque faculté, on n'avait pas besoin de recréer des mots de passe, des codes, des adresses email, de refaire tout notre CV, de remettre toutes nos formations qu'on a fait depuis le lycée. Et justement, je me posais la question si ça n'aurait pas pu être un projet qui pourrait être relancé un peu sur le système de Parcoursup pour les autres plateformes, parce que je pensais candidats, mais il doit sûrement en exister d'autres pour d'autres formations, que ça soit un peu nationalisé et plus école par école, comme sur un peu le système de Parcoursup. Ok. Alors, juste pour information, je suis allé sur le site eCandidat.net si c'est bien le cas. Ce que je comprends, c'est est-ce que ce ne serait pas les établissements supérieurs privés de mémoire, parce que je vois qu'il y a l'INSEC, l'IFAG, etc. Non, c'est les facs, parce que moi je suis à la faculté de Lyon 3 et ça postule, du coup ça regroupe toutes les écoles, mais toutes les facultés aussi, donc tous les établissements publics. C'est pour toutes les écoles en fait supérieures. Ok, ça marche. Alors je mets le lien sur lequel j'étais là sur le chat, mais c'est peut-être pas le bon. Ok, j'ai bien noté le sujet, qui est le sujet plus globalement de la simplification, et encore effectivement APB a bien avancé. Je me renseigne en tout cas pour e-candidat. Très bien, merci. Maxence en tout cas. Ensuite, il y avait Romain, je crois, qui souhaitait intervenir. Romain Fernandez. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Romain Fernandez, j'ai 21 ans, je viens de Chaponneau. Moi, j'ai une question à propos du logement pour les jeunes, puisque nous, sur Chaponneau, les logements sont excessivement chers à la location. Pour un étudiant, même pour un studio, on va être aux alentours de 500, 600, voire 700 € à certains endroits. Et tous les propriétaires vont demander 3 fois le loyer en revenus et voire 2 garants par moment. Alors, je sais que l'État a mis en place la garantie Visale, mais tous les propriétaires à qui moi j'en ai parlé la refusent, puisqu'ils ont déjà eu des soucis avec, ils ont mis des mois et des mois et des mois avant de se faire rembourser par l'État. Donc, je voulais savoir s'il y a quelque chose qui allait être mis en place, puisque même les logements sociaux, avant qu'il y ait des attributions qui soient faites pour les jeunes, c'est mission impossible. Donc, en fait, on se retrouve
soit à devoir rester chez les parents et du coup à faire des kilomètres et des kilomètres, ou à devoir partir très très loin du lieu de travail. Ok, ça marche. Merci pour ta question, qui est effectivement le sujet important du logement pour les jeunes, et en fait qui se pose d'autant plus sur des communes comme Chaponneau, on va dire, des communes de la métropole ou de l'Ouest lyonnais, où il y a une grosse pression foncière, puisque beaucoup de Lyonnais, on va dire, souhaitent y habiter, puisque c'est très proche de Lyon. C'est moins une question qui se pose à Courzieux, par exemple. Je pense qu'à Courzieux, il y a peut-être encore quelques logements disponibles. Alors, effectivement, tu as parlé de la garantie, mais avec ses limites. Une des difficultés qu'on a sur ce sujet, c'est qu'on n'a pas le droit dans la loi de dire, par exemple, que la commune de Chaponneau pourrait construire des logements qui seraient réservés aux jeunes de Chaponneau, puisque ce serait jugé, on va dire, discriminatoire. Donc, les solutions, pour moi, à ma connaissance, qui existent, effectivement, c'est d'avoir des logements dits sociaux en quantité suffisante pour à peu près répondre à la demande. Et il y a une loi qui s'appelle la loi SRU qui oblige même chaque commune à avoir, je crois, un taux de 25% de ces logements. Sinon, c'est vrai que les communes sont n'ont pas la possibilité réglementaire de réserver des logements pour une catégorie de population. Je ne sais pas si toi, tu avais… Donc, je sèche un peu pour te proposer d'autres solutions. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres idées éventuellement, enfin, si tu voyais d'autres points de choses sur lesquelles on pourrait avancer. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'en fait, au fond, cette garantie, notamment la garantie visale, qui sur le fond est utile et super intéressante pour nous, il n'y a rien qui oblige plus ou moins le propriétaire à l'accepter. C'est-à-dire que c'est lui qui va choisir ce qu'il veut. Et nous, enfin, moi qui suis alternant et ma copine qui est en CDI, il y a uniquement son salaire qui est pris en compte. Donc avec 1 200 € sur Chaponneau et même sur tous les alentours, j'ai pu monter jusqu'à Vaugneray, jusqu'à Messimy, il n'y a aucun propriétaire qui est d'accord d'ouvrir son logement. Donc il y a un moment donné, on se retrouve vite coincé. Nous, on a fait une demande de logement social sur Chaponneau. Le maire nous a dit qu'il y avait des logements qui allaient être ouverts. Mais enfin, les files d'attente, il y a énormément de monde qui a aussi besoin de logement. Donc, avant d'avoir un logement et pas propre uniquement sur Chaponneau, mais sur quasiment tout l'ouest lyonnais, c'est impossible. Donc, je pense qu'il faudrait déjà travailler un peu sur le fait de revoir cette garantie visale pour peut-être que les paiements aillent un peu plus vite et soient plus sécurisants pour les propriétaires, et potentiellement qu'une garantie visale soit gage de sécurité et permette vraiment à un jeune d'avoir un logement. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, sachant que le sujet vraiment de fond, c'est la disponibilité finalement des logements dans ces zones tendues, on va dire, qui sont très demandées parce que Chaponneau, c'est une commune super en termes d'attractivité, on va dire. Sur le fond, pas tant que ça, puisque moi, j'en ai trouvé des logements. Et il y en a régulièrement qui passent, mais c'est toujours pareil. Enfin, pour un logement à 700 €, je suis tombé face à des dossiers de candidats qui avaient des revenus à 3 000, 5 000 € net. Ouais. En fait, il y a très peu de petits logements, mais les petits logements sont à des tarifs excessifs et du coup, on se retrouve vite avec des gros revenus en face de nous et c'est impossible de suivre. Moi, ma copine qui travaille à l'ADMR de Chaponneau, elle n'a pas le choix de rester sur Chaponneau pour être aux alentours pour ses interventions. On ne peut pas non plus aller à 30 km d'ici. Ça veut dire qu'en fait, on est coincé. Il n'y a pas moi mes parents qui peuvent nous héberger. On se retrouve très vite coincé en fait par l'offre et plus par les propriétaires en fait que l'offre, puisque de l'offre, il y en a. Alors, pas des tonnes, je suis d'accord, mais parfois demander 3 fois le loyer plus de regarants, il ne faudrait pas non plus abuser. Il faudrait peut-être que l'État fasse quelque chose au niveau des lois pour nous aider là-dessus. Ok, écoute, je note bien ton sujet. Je ne sais pas si on va retraiter le sujet. J'ai pas de loi. Je sais qu'on va revoir la loi SRU, qui est la loi qui oblige, on va dire, un minima de logements sociaux par commune. En tout cas, je sais que la commune de Chaponneau est mobilisée sur ce sujet, mais entre le temps où on change une règle d'urbanisme et le temps où la construction se fait, on va dire, il se passe des années. Et c'est vrai qu'en attendant, on se retrouve. Je comprends que tu te retrouves bloqué sans solution, on va dire, à court terme. Ouais. Bon, écoute, merci pour ton point, je le note et j'espère que tu trouveras prochainement un logement, on va dire, à proximité de Chaponneau. Merci. Alors ensuite, il y avait, il y a des noms, je ne sais pas si je vais bien les prononcer, 2 Allemands. Ça doit être un nom de famille, je suppose. Si tu peux activer ton micro. Je crois que tu es en mobilité.
Oui, Oui. oui. Moi, je voulais parler déjà de deux sujets, de l'insécurité dans les quartiers un peu, je ne sais pas si je peux le dire, mais banlieues. Je voulais aussi parler des, comment dire, on met des amendes au SDF, je trouve ça injuste. Voilà. Mais je voulais aussi parler de l'insécurité dans les quartiers parce que moi, j'ai vécu 18 ans et demi à Vénissieux. Là, j'habite à Saint-Genis-Laval et bah, clairement, c'était l'horreur. Il y avait du pipi par terre, il y avait vraiment, c'était pas propre et vraiment, les gens n'étaient pas corrects, qui respectaient rien du tout. Et du coup, bah, vraiment, là, pendant 3 ans, ça s'est bien passé. Enfin, après, j'ai déménagé, je veux dire, à Saint-Genis-Laval. Donc, ça fait 3 ans que je vis à Saint-Genis-Laval. Et bah, là, ils commencent à mettre des logements sociaux, mais des gens qui ne respectent rien. Moi, je m'en fous qu'on mette des logements sociaux, mais qu'on mette des gens qui respectent. Et là, bah, il y a des cigarettes par terre, il y a du pipi par terre, il y a du sang par terre, des mouchoirs par terre. Enfin, c'est n'importe quoi. Et je trouve qu'il faudrait qu'on rajoute plus de veilleurs de nuit ou de policiers de nuit ou qu'on envoie l'armée pour les calmer parce que moi, vraiment, j'en ai marre. J'ai pas envie voilà, de me sentir en insécurité la nuit ou la journée parce que clairement, voilà, moi, j'ai envie de profiter de la vie au maximum et pas de me prendre la tête avec des gens qui respectent rien, en fait. Et je trouve ça nul. Et j'aimerais que l'État fasse plus en sorte qu'on se sente en sécurité dans les quartiers, parce que je trouve que l'État, il n'en fait pas assez, il n'en fait même pas du tout, je trouve. Les policiers encore moins, donc je trouve ça dommage et je trouve qu'il faudrait vraiment en prendre en compte et faire en sorte que les gens se sentent plus en sécurité dans les quartiers. Voilà. Ok, ça marche. Merci pour ton intervention. Alors, sur la sécurité à Saint-Genis-Laval en particulier, donc il y a 2 forces de police à Saint-Genis-Laval. Il y a la gendarmerie nationale, donc, qui dépend de l'État, et il y a la police municipale qui dépend de la commune. Et d'ailleurs, la commune fait de nombreux efforts en ce moment à ce sujet-là, avec des nouveaux recrutements supplémentaires. Peut-être que Aïcha voudra dire un mot à ce sujet-là. Concernant la gendarmerie, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu une augmentation d'effectifs là, ces dernières années. Et que les gendarmes de Saint-Genis-Laval sont hyper mobilisés et qu'il ne faut pas hésiter à les appeler via le 17 s'il y a quoi que ce soit. Et ils interviennent de manière la plus réactive possible. Donc ça, c'est le premier point au niveau national, en complément de ce que fait la commune. Et le deuxième point, c'est il y a ce qu'on appelle aussi la chaîne pénale, puisque les gendarmes, les policiers sont bien impuissants si, en gros, ils interceptent, on va dire, ils interpellent des personnes qui se comportent mal sans forcément qu'il y ait une judiciarisation, c'est-à-dire des suites pénales. Et donc, il y a une nouvelle loi qui arrive, là, qui est portée par le garde des Sceaux, donc Éric Dupond-Moretti, pour donner davantage de moyens à la justice, notamment pour les petits délits du quotidien, pour que chaque méfait, on va dire, fasse l'objet d'une réponse judiciaire. Donc voilà, donc ça, c'est en cours. Il faut savoir que dans notre pays, on est plutôt un pays qui met assez peu de moyens sur la justice par rapport aux pays voisins. Donc on essaie de corriger ce sujet-là, voilà, pour que l'action des policiers et des gendarmes, on va dire, soit vraiment la plus efficace possible. Je ne sais pas si... Ouais, donc et peut-être, Aïcha, vous voulez répondre parce que la commune est vraiment très dynamique sur ce sujet-là de Saint-Genis. Oui, merci pour votre question, mademoiselle Dassalman, si je prononce bien. Dassalman, pardon. Oui, comme dit M. Gaziou, évidemment, effectivement, nous avons donc la gendarmerie nationale sur notre territoire, à Saint-Genis-Laval, mais également une police municipale qui s'est dotée récemment d'une brigade canine. Et par ailleurs, nous avons mis en place une brigade de nuit, voilà, qui est en action depuis quelques semaines. D'accord. Mais j'en ai entendu parler, mais à vrai dire, je ne vois pas trop d'amélioration. Je ne vois pas trop de flics la nuit. Alors peut-être parce que je ne regarde pas trop dehors, mais je sais pas, mais j'en vois pas trop, à vrai dire. Après, je ne sais pas, mais j'en vois pas trop. D'accord. Bah, écoutez, si vous avez besoin de compléments d'information, je peux prendre vos coordonnées et vous donner plus. C'est pas ma partie. Moi, je ne m'occupe pas de la police municipale. J'ai mon collègue, monsieur David Ornus, qui se fait un plaisir de vous renseigner si vous le souhaitez. Ah ben, je veux bien, oui. Voilà. Je vais vous mettre mon adresse mail et mes coordonnées dans le chat, si vous voulez. Oui. Et n'hésitez pas, voilà, et si vous vous constatez quelque chose, n'hésitez pas à appeler le 17 pour faire part de votre retour. Vous ne dérangerez jamais les gendarmes. Voilà. Oui, parce qu'il y en a marre des gens qui ne respectent rien. Ça commence à me gonfler, franchement. Ça me saoule. Ça me saoule. Et j'aurais une dernière question à vous poser. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que vous parliez des communes, des logements pour les communes.
Alors, je voulais savoir si c'était vrai, parce que j'ai entendu une rumeur qu'apparemment, pour les Roumains, il y avait des maisons à Croix-Rousse à 1 euro. Alors, je voulais savoir si c'était vrai. J'ai entendu ça il y a plusieurs années, je voulais savoir si c'était vrai. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en France, il n'y a pas de logement en fonction de l'origine géographique ou autre, c'est même interdit. Après, il peut y avoir parfois des logements sur des situations particulières, type demandeur d'asile ou autre, mais je n'ai pas du tout entendu parler de. Enfin, Croix-Rousse, ce n'est pas ma circonscription, j'en ai pas entendu parler. Voilà. Ok. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci pour ton intervention sur la question de la sécurité. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui participent dans le chat et qui disent qu'effectivement, ils ont ce retour aussi en termes d'insécurité. Et donc voilà, c'est pour ça que l'État et la commune, et les communes, et la commune de Saint-Gilles-Laval en particulier, se mobilisent. Voilà. Merci pour ta question. Je crois qu'il y avait Maxime également dans l'ordre. Ouais, merci encore. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je suis à Saint-Genis-Laval aussi. Moi, c'était plus par rapport au bac, parce qu'il y a mon petit frère et enfin, je connais aussi d'autres élèves qui sont dans des écoles privées qui ne sont pas sous contrat, parce que les profs, quand ils sont dans les écoles publiques ou les écoles privées sous contrat, ils ont tendance à les maltraiter parce qu'ils ne sont pas dans le moule. C'est-à-dire que les élèves hyperactifs, les précoces et tout ça, ils ont tendance à être du coup hyperactifs. Et les profs ont tendance à être très... comment dire, très à cheval sur la discipline, on va dire, et ce qui fait que ces élèves ont tendance à partir. Mon frère, par exemple, il a été pendant 1 an travailler dans un restaurant avant de revenir. Maintenant, il est premier de sa classe dans une école qui n'est pas sous contrat. Et je trouve que c'est quand même extrêmement dommage que le bac se passe d'une certaine manière dans les écoles qui sont sous contrat et les écoles qui sont publiques, plutôt que dans les autres écoles. Je ne sais pas, enfin, je vous fais remonter cette information. Oui, non, je comprends bien ton sujet. Donc finalement, ta question, c'est de dire l'enseignement public n'est pas capable vraiment d'accueillir les élèves différents. Ce que je trouve, c'est que c'est d'un côté, oui, ils sont pas capables de le faire pour différentes raisons, peut-être un manque de formation, peut-être que les classes sont trop grandes, tout ça. Mais il y a aussi également, je trouve que c'est dommage que ces élèves-là qui vont vers d'autres structures qui sont plus compétentes pour les aider et pour leur amener un enseignement correct où ils se sentent mieux, et qu'au final, ils se retrouvent dans une situation défavorisée par rapport au bac. Donc là, je vois qu'il y a Étienne Tulou, qui était un de mes camarades de classe, qui dit qu'effectivement, c'est un fléau. Donc, c'était juste, je voulais vous faire remonter cette information. Non, mais ok, tu fais bien. En fait, dans de mémoire, il y a beaucoup de situations différentes, mais dans l'enseignement public, il y a parfois ce qu'on appelle des AVS, des assistants de vie scolaire, qui sont des personnes qui sont mis en plus des professeurs pour accompagner, on va dire, des personnes, on va dire, en situation de handicap ou particulière. Et parfois, le nombre d'AVS manque à l'échelle du département, et donc l'établissement public ne peut pas forcément toujours accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions. Mais voilà, mais tu as bien fait de m'en parler, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel il faut toujours être attentif et toujours améliorer les dispositifs qui existent. Après, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une richesse en France d'avoir plusieurs types d'enseignement. C'est-à-dire, on a à la fois l'enseignement public, l'enseignement privé sous contrat, c'est-à-dire que c'est les lycées privés, mais dont les profs sont payés par l'État. Et il y a l'enseignement privé hors contrat, où là, c'est vraiment tout à fait privé, puisque des fois, il y a des écoles qui peuvent se spécialiser dans certains types d'enseignement. À Saint-Genis-Laval, de mémoire, il y a l'école Steiner. Alors, je ne sais pas si elle a des points particuliers, je ne la connais pas assez. Mais voilà, on a aussi ça permet aussi l'enseignement privé d'avoir parfois cette spécialité. Et puis, dernier point, en France, on a également la possibilité de faire l'instruction en famille. Donc, on a également la possibilité, l'inscription à l'école n'est pas une obligation, notamment pour tous, ce qui permet aussi des fois aux parents d'avoir
une approche pédagogique particulière avec leurs enfants. Alors, oui. Je voulais aussi dire, je pense surtout le problème du respect de la loi aussi vient surtout des circuits de la chaîne pénale et pas tant de la police je connais certaines personnes qui travaillent à la BAC et généralement ils ont tendance à les arrêter, arrêter les personnes qui font des actes de délinquance ou d'incivilité, et le problème c'est les suites où ils sont relâchés assez rapidement. D'où effectivement la réforme de la justice pour donner davantage de moyens à la justice. Mais ce qu'on pourra faire éventuellement, parce que je vois que vraiment les échanges sont intéressants, c'est organiser peut-être des échanges thématiques. Par exemple, il y a beaucoup de sujets sur la question de la sécurité. Moi, je pourrais proposer, par exemple, au chef des gendarmes du Rhône de venir participer à une visio avec pourquoi pas quelqu'un du ministère de la Justice pour justement écouter ce que vous avez à dire et voir quelle réponse on peut avoir en complément. Alors, comme tu as cité ton ami Étienne, je propose que Étienne passer la parole à Étienne. Bonsoir. Donc, moi, je suis d'accord avec Maxime sur le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, c'est un vrai fléau, ça peut détruire un jeune. Personnellement, moi, j'ai été victime de harcèlement quand j'étais au collège et au lycée. Et j'ai même jusqu'à mon BTS où j'ai subi des humiliations par certains membres de ma classe. Les profs n'ont pas réagi. C'est ce qui m'a fait, on va dire, louper mon BTS. Bon, aujourd'hui, je suis dans la vie active, mais je suis d'accord que dans le lycée, dans le collège où j'étais avec Maxime, il y avait beaucoup de harcèlement. Et le collège ne répondait pas à ça. C'est limite, il nous disait mais non, c'est pas grave, c'est pour rigoler. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un gros problème et je suis sur un groupe Facebook où on peut parler justement de ça anonymement et je vois des dizaines et des dizaines de témoignages, mais c'est déchirant de voir tous ces jeunes qui aujourd'hui sont justement détruits par le harcèlement scolaire. Et ça, c'est vraiment grave. Et ma cousine aussi a vécu le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, elle est en établissement spécialisé à Grenoble parce qu'elle a vécu beaucoup de harcèlement. Et sur ces cas de harcèlement scolaire, l'équipe pédagogique ne s'en rend pas compte comment En fait, quand j'étais au collège, l'équipe pédagogique s'est rendue compte que j'ai vécu un harcèlement quand, en fin de troisième, j'ai décidé de ne plus aller en cours. Et j'ai dit, je ne vais plus en cours parce que je ne peux plus. J'ai quitté 2 semaines avant, j'avais une bonne moyenne, je suis descendu à 8 de moyenne. Et j'ai dit, non, je leur ai expliqué, ils m'ont dit, ah bon? Alors que des fois, je sortais du collège en pleurant, mais non, les surveillants, ils pensaient que c'était rien, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Et pour moi, nous, on avait vécu un truc dans notre lycée, pour parler justement du harcèlement, ils avaient ramené des officiers de gendarmerie justement pour parler en disant ça peut être le harcèlement parce qu'il n'y a pas que au début ça peut être verbal, mais après ça peut être physique. Et il y a des jeunes qui sont tabassés juste parce que ils sont un peu différents ou parce que ils sont, comme on dit, ils sont faillots juste pour ça. Et quand ils ont fait venir un gendarme, là ça a mis un grand coup dans certains qui se croyaient un peu les plus forts au lycée. Ils ont vraiment redescendu quand on a dit oui, on peut porter plainte et peut avoir des poursuites. Du coup, pour moi, il faudrait des actions comme ça, que les gendarmes aillent dans les lycées et disent, bon, maintenant, voilà ce qui peut se passer. On limite leur faire un PowerPoint avec toute la procédure pénale qu'il peut avoir pour au moins leur montrer que ouais, ça peut être grave. Ok. Non, mais je note bien ton sujet. Peut-être que cette visioconférence qu'on peut organiser avec le chef des gendarmes du Rhône pourrait être intéressante parce que voilà, ils ont sans doute déjà des actions à ce sujet-là et je pense que ça leur fait du bien également d'avoir ce contact direct avec vous pour écouter vos propositions et vous et essayer de réfléchir à des choses qu'on pourrait faire, typiquement comme des interventions dans les établissements, par exemple. Et moi, je voulais aussi intervenir sur un autre sujet. Donc aujourd'hui, je travaille à la commune de la mairie d'Orléans. Je suis à la mairie d'Orléans au service technique. Et c'est un autre sujet qui est complètement à part. J'en avais parlé dans la discussion écrite. C'est à propos de la pollution aujourd'hui. Parce que moi, mon travail tous les lundis matins, c'est de faire le tour de la commune et vous avez les points collecte du CITOM, là où on jette son verre, son carton. Et on remarque qu'aujourd'hui, personne ne respecte ces points collecte. Je ramasse tous les jours une benne. Donc une benne, c'est environ entre 3 et 4 mètres cubes entières de déchets divers. Donc on peut trouver des canapés, des bouteilles de gaz encore pleines.
On peut trouver même des fois, bon, ça c'est vraiment exceptionnel, des animaux morts. Donc ça, c'est ce qu'on ramasse. Et des fois, nous, on surprend des parents faire ça, faire jeter des trucs, des cartons à côté, en présence de leurs enfants. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas assez sensibilisé à ça, parce que je vois même sur la commune de Brignais, les points collègues sont dégueulasses, clairement, et il faudrait faire quelque chose pour là-dessus, parce que surtout, ça se dégrade, surtout quand les gens jettent leurs ordures ménagères, il y a des chiens qui passent, ils déchirent les sacs parce qu'ils sentent une odeur de nourriture, il peut y avoir des produits dangereux dedans, ça peut polluer complètement la nature, et ça finit dans la rivière qui finit dans le Rhône. Et aujourd'hui, ça c'est... Quand aujourd'hui on parle de climat, sauf que oui, mais c'est parler du climat, c'est bien, mais aussi voir aussi ce qui se passe dans la pollution des sols, et pour moi, c'est un truc assez grave. Ok, non mais tout à fait d'accord avec toi, j'étais maire précédemment et donc j'ai vu, enfin ça rejoint un peu les incivilités dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent se manifester de différentes manières. Alors sur le sujet des ordures ménagères, souvent les collectivités donc, qui en ont la compétence, donc je pense que dans ton cas, ça doit être la communauté de communes, c'est la COPAMO, la communauté de communes du Pays Morvantais de mémoire, peuvent faire des actions de sensibilisation donc dans leurs moyens, dans leur revue locale, etc. Et peuvent également, je ne sais pas si vous le demandez, quand il y a par exemple mener des enquêtes, par exemple quand il y a un papier, souvent il y a l'adresse qui peut être marquée dessus. Les maires ont la capacité de verbaliser s'ils arrivent à retrouver l'auteur. Mais dans tous les cas, c'est essentiellement une question d'éducation, ces incivilités. Parce que, voilà. Après, toi, tu sens les choses à ce sujet-là se dégrader parce que les incivilités de ce type-là, il y en a toujours eu. Tu sais, moi, quand j'avais ton âge, les forêts étaient remplies de carcasses de voitures, de poubelles, etc. Et j'ai plutôt tendance à croire qu'il y a toujours des incivilités, mais que globalement, je pense que c'est plutôt stable. Enfin, toi, tu dois en voir des jours, je suppose. Ah bah, en gros, moi, je vois, ça dépend des moments, en fait. Surtout, c'est aux périodes de Noël, et surtout aussi pendant ce confinement, parce qu'il y a eu de plus en plus de colis Amazon, donc des cartons Amazon, j'en ai ramassé des bennes et des bennes. Et on va dire que, pour vous faire un exemple, la semaine dernière, lundi matin, je suis allé ramasser, j'ai rempli ma benne, je suis repassé 1 heure plus tard, il y avait déjà encore des déchets. Les gens avaient déjà reposé alors que j'avais nettoyé 1 heure avant. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas passer tout le temps. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à même sensibiliser les jeunes parce que s'ils voient leurs parents faire, ils vont se dire, bah ouais, mais si mon papa y fait, bah moi je peux le faire. Alors que non, c'est justement, donc voir sur les lycées, proposer des thématiques comme ça sur les lycées. Je crois que nous, avec Maxime, on a vu un truc comme ça au lycée sur justement pas polluer la planète quand on était au collège. On a vu un truc comme ça pendant une journée et faire justement accentuer les actions là-dessus parce que c'est aujourd'hui qu'il faut justement agir pour notre planète parce que quelle planète, nous, aujourd'hui, à 20 ans, on va laisser à nos futurs enfants, quoi. Parce que il y a déjà un énorme réchauffement climatique, ça se voit, ça se ressent. Et il faut penser aussi, faut penser à maintenant, mais il faut aussi maintenant agir pour l'avenir, parce que ça devient un peu grave. En tout cas, ce que je trouverais super intéressant, c'est que ce soit des personnes comme toi qui fassent ces sensibilisations, parce que je pense que ça serait d'autant plus marquant d'avoir les opérationnels, entre guillemets, pour témoigner, plutôt que des personnes qui ne sont pas forcément au quotidien face à ces sujets-là. Ah bah, si vous voulez, j'ai un dossier de photos rempli de photos de déchets posés partout. J'en ai une centaine. Ok, non, mais en tout cas, merci pour ton intervention. Et Plaisir. Alors, je crois qu'il y avait Manon également qui souhaitait intervenir. Alors, je ne sais pas si Manon va arriver à activer son micro. Hop. Ça y est, ça marche. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai voulu intervenir par rapport à la maison du Rhône de Saint-Symphorien-sur-Coise. Parce qu'en fait, on a eu un souci, ça fait depuis 2017, on a demandé de rentrer dans une ESAT. Donc depuis 2017, on attend toujours d'être prise. Et on dit que mon dossier a été traité, que je suis à 100% au niveau de mon handicap. Et on les a rappelés encore la semaine dernière, ils nous ont dit que mon dossier a été traité. Et que finalement, il n'a jamais été traité, mon dossier. Et là, ça devient un problème. Depuis 2017, on est déjà en 2021 et que mon dossier n'a toujours pas été traité, quoi. Tu m'as dit que tu es de Saint-Symphorien-sur-Coise ? Tout à fait.
Ok. Et en plus, il y a la Maison du Rhône à quelques, enfin à Saint-Symphorien-sur-Coise, il y en a une justement. Bah, c'est où je suis suivie. Ok. Et c'est pour une admission, tu me disais? Une admission en urgence en ESAT. En quoi? En ESAT. En ESAT, d'accord, ok. Pour, Ok. Et d'autant plus qu'il y a des ESAT à proximité, notamment il y en a un à Metz. Enfin, Tout à fait. Ok. Bah, là-dessus, j'ai pas moi, enfin, malheureusement, j'ai pas accès à ton dossier directement. Par contre, si tu veux, on peut reprendre contact en parallèle via le mail que j'ai indiqué tout à l'heure dans le chat. Et puis, moi, je pourrais demander, par exemple, à la Maison du Rhône, quel est l'état de ton dossier et comment se fait-il que ça prend autant de temps? Voilà. C'est ça, parce que moi, on m'a demandé une admission d'urgence parce que comme j'ai des graves soucis de santé et que je ne peux pas être en travail normal. Ok. Donc, ça va faire depuis 2017, ça dure cette histoire. Ça marche, ok. Non, mais ce que je te propose, c'est vraiment, si tu veux prendre contact avec nous, par exemple, par mail, ou n'hésite pas, d'autant plus que dans mon équipe, j'ai Sylvie qui est de Saint-Symphorien-sur-Coise, qui suit particulièrement ces sujets, qui est connectée là, à la visio, et donc comme ça, on pourra avancer avec toi sur le dossier. C'est ça, tout à fait. Ok. Et en tout cas, merci pour ton retour. Et je vois qu'il y a eu beaucoup d'interventions dans le chat, qu'on n'a pas eu le temps forcément de tout, on n'a pas eu le temps forcément de tout traiter. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole directement, en réactivant son micro directement, parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps je vais essayer de tout lire ce soir, mais je n'aurai pas le temps forcément de prendre en compte ce soir. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Je vois Julie qui nous dit qu'elle rebondit sur la prise de parole de Maxime. Bonjour. Oui. C'est moi, c'est Julie. Ah, c'est je peux intervenir du coup. Oui. Oui, je voulais rebondir sur la prise de parole de Maxime qui a parlé de l'hyperactivité à l'école. Moi, je trouve que l'une des grosses erreurs quand même du gouvernement pendant le confinement, ça a été, lors des fermetures d'écoles, de ne pas donner accès à assez de matériel, de ressources pédagogiques pour ces élèves en difficulté. Et notamment, pourquoi ne pas les avoir, eux, laissés retourner quand même à l'école, sachant qu'on a les enfants de soignants qui avaient accès aux classes et qu'on s'est retrouvé notamment à Craponne avec des classes ouvertes où il y avait un élève seulement qui allait en cours parce qu'il était enfant de soignant. Pourquoi les élèves qui ont des AVS, qui sont parfaitement traçables puisqu'on sait qu'ils ont une AVS à disposition, n'ont pas, eux, pu avoir aussi accès à l'école, sachant qu'ils représentent moins de 20% des effectifs probablement de la classe et que du coup, il y aurait pu avoir et les élèves de soignants et les élèves à difficulté à l'école, tout simplement. Ouais, effectivement, bonne remarque. Donc, il y a deux points. Il y a le côté ressources pédagogiques, on va dire, continuité pédagogique, on va dire, pendant le confinement et accès à l'école des AVS, enfin, et puis des enfants, on va dire, à difficulté pendant le confinement. Sur les ressources pédagogiques, je crois que le confinement on va dire, n'était pas du tout prévu et on va dire a surpris tout le monde. Et je crois que l'école a essayé de faire au mieux possible pour essayer de gérer ça. Moi-même, j'ai des enfants qui ont votre âge, d'autres qui sont en primaire. J'ai constaté que l'école, elle a essayé de s'organiser au mieux pour essayer de gérer cette situation nouvelle. Et ça n'a pas toujours été simple, mais je pense que tout le monde a beaucoup progressé ces derniers mois. Et sur la question, effectivement, de l'accès à l'école des enfants en difficulté, franchement, tu me poses une colle parce que, effectivement, le but, c'était d'accueillir les enfants dont les parents devaient vraiment étaient vraiment utiles dans le sens où ils étaient effectivement dans le secteur médical ou dans le secteur de la sécurité, enfin dans des secteurs, on va dire, où ils ne pouvaient pas garder leurs enfants à la maison. Et je suppose que pour les enfants, on va dire, avec certaines difficultés, l'éducation nationale a considéré, peut-être à tort, que les parents, vu qu'ils s'en occupaient pendant les vacances, ils pouvaient s'en occuper pendant le confinement. Mais ta remarque est intéressante, effectivement, d'autant plus qu'il n'y avait pas énormément d'enfants à ces périodes-là. Donc moi, j'en prends note pour si toutefois la situation devait Bon, j'espère entre nous qu'il n'y aura plus de confinement. Hein. C'est pas tout à fait exclu, mais voilà. Mais si toutefois ça devait devenir à nouveau, je prends note de ta proposition, en tout cas de ce sujet. Voilà. Alors, je vois encore des mains qui se lèvent. Alors, il y avait Jean-Pierre tout à l'heure qui souhaitait intervenir, mais je ne sais pas si la main a été baissée. Ouais, j'avais abaissé la main. Bonjour. Bonjour. Bonsoir.
Moi, je voulais parler en fait des suivis un peu des jeunes. Par exemple, dès le collège, je pense qu'on n'est pas assez suivi personnellement. Après, c'est dur de mettre une personne pour chaque élève. Mais après, un élève, il sent vite abandonné quand il ne sait pas ce qu'il veut faire et qui, par dépit, il va dans une voie. Et donc, du coup, je pense que ça fait beaucoup d'échecs scolaires après. Donc, je voulais savoir s'il y avait peut-être En termes quelque d'orientation, chose tu veux qu'on dire, pouvait hein. faire. Ouais, voilà, Ouais. en termes d'orientation. Après, je sais que c'est un peu difficile, mais voilà, c'était un Ouais. peu ma... Ah, ouais, tout à fait. Je sais que moi, quand j'avais votre âge, il y avait l'ONICEP qui faisait pas mal de. Je ne sais pas si ça existe toujours, Ouais, des ça existe encore. orientations. Et puis dans chaque établissement, il y avait. Clélia, je ne sais pas si là-dessus, tu as un mot. Clélia qui est en stage dans l'équipe, je rappelle, et qui est étudiante à Sciences Po. Alors, sur l'orientation, qu'est-ce que tu en penses? Et ton micro est désactivé, hein, Clélia. Ah, pardon. C'est vrai qu'au niveau de l'orientation, moi j'ai connu aussi l'ONICEP. Dans le CDI, généralement, du collège, il y avait des brochures comme ça pour nous orienter. Mais c'est vrai que, à part le fait de vouloir aller dans le chemin, entre guillemets, de la voie générale, c'est vrai que quand on est à l'école, au collège ou au lycée, et dès qu'on veut se professionnaliser, c'est compliqué parce qu'il y a très peu d'options pour pouvoir voir s'il y a des voies professionnelles qui nous intéressent. La voie des stages est assez compliquée, je pense, au niveau. À part le stage en troisième, il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité de voir le milieu professionnel. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a des élèves qui ne veulent pas forcément prendre des voies des voies générales justement et qui voudraient plus se professionnaliser. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, moi en tout cas, dans mon cursus, on ne m'a pas proposé d'avoir accès à ce type d'expérience professionnelle. Voilà. Et alors, merci Clélia. Et en complément, alors je ne vous ai pas présenté toute mon équipe qui était connectée, mais j'ai Mathieu, qui est un de mes collaborateurs, on va dire, qui est en région parisienne et qui est particulièrement informé sur ces sujets. Je ne sais pas si Mathieu nous entend et souhaite intervenir. Bonjour à tous. Merci Thomas. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Et merci pour ce type de questions qui sont des questions essentielles lorsqu'on est effectivement au cursus. Moi, dans des activités annexes, notamment des associations, j'accompagne beaucoup de jeunes. Alors, la chance que vous avez, c'est qu'il y a effectivement un manque cruel d'informations des jeunes pour vous dire quels sont les cursus qui existent, mais les aides existent bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Axel, par exemple, si tu veux bien envoyer un mail au député après ce visio, moi, avec grand plaisir, je t'enverrai tous les cursus qui existent. Il existe beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises. Je pense au site internet L'étudiant qui propose régulièrement, des formations, etc. Et actuellement, le président de la République, donc quelque chose d'assez nouveau, soutenu par sa secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, a décidé de lancer un dispositif qui s'appelle Un jeune, un mentor, avec lequel il souhaite renforcer le lien entre les jeunes et ceux qui ont déjà passé cette phase étudiante. Je pense aussi à une autre association qui s'appelle Article 1, qui, elle, est en banlieue parisienne, mais qui se développe en province. Et Article 1 a vocation à développer ses liens avec les jeunes. Bref, je t'enverrai tout ça avec grand plaisir. Mais déjà, je vous cite de tête. Vous avez le site L'étudiant, vous avez l'association Article 1, vous avez le dispositif Un jeune, un mentor qui va être lancé par le président. Ça fait déjà 3 choses assez intéressantes pour vous. Et il y a sur ces sites-là beaucoup de liens de redirection d'autres acteurs. Donc, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Simplement, je reconnais que dans le dispositif de l'éducation nationale, parce que ce sont des processus longs, lorsqu'on veut faire intervenir des intervenants extérieurs dans les lycées, il faut beaucoup d'organisation. Il y a pas mal de choses qui seront mises en lien. Je vous remercie pour cette réponse alors. Avec plaisir. Et j'avais un deuxième chose, c'était par rapport, parce que nous les jeunes, on aime bien bouger, tout ça. Moi, je suis à Saint-Gilles-Laval et par exemple, à côté de chez nous, à Pierre-Bénite, assez récemment, ils ont ouvert un centre de musculation à peu près. C'est un centre de musculation. Et je voudrais savoir si, par exemple, dans d'autres communes, comme par exemple à Chaponneau, je sais qu'il n'y en a pas.
voulais savoir si dans d'autres communes, vous comptez ouvrir des petits parcs comme ça, de musculation, ou des petits stades de foot pour les jeunes. Ouais, type City Stade ou City Park, Ouais, etc. voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est à l'initiative, on va dire, des communes souvent qui font finalement de l'aménagement urbain et qui ont ce type d'emprise. Alors, je n'ai pas en tête à Saint-Genis-Laval, je ne sais plus s'il en existe, on va dire, des ouvertures. Ah, Fabienne, ouais. Fabienne souhaite, ou Aïcha souhaite peut-être intervenir. Je vois que Fabienne souhaite intervenir. Ou Aïcha. Non, les micros sont en. Donc voilà, donc en tout cas, là-dessus, n'hésite pas à te rapprocher de ta commune pour faire une telle proposition. Et voilà, il y a des communes aussi qui essaient de mettre en place justement des conseils de jeunes ou autres pour avoir cette interface et faire un peu ce qu'on fait ce soir, mais à l'échelle de la commune, pour faciliter la relation entre le maire et les jeunes de la commune. Voilà. Et puis, toutes les salles de muscu, tout ça, souvent, c'est aussi des acteurs privés qui les ouvrent. En tout cas, pour celles qui sont dans les bâtiments. Donc là, ça dépend pas des pouvoirs publics, ça dépend du bon vouloir des acteurs privés. Non, après, ouais, c'est... Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Okay, après, bon. c'est en plein air. Celui qui est à Pierre-Bénite, c'est en plein air. C'est pour ça. OK. Bon, est-ce que je peux me permettre, M. Gassiou, d'apporter une information? Donc, pour nos jeunes Saint-Genois qui sont intervenus, et merci beaucoup pour vos questions, c'est vraiment très riche et très intéressant. J'ai mis dans le chat une information importante, c'est Madame la maire qui tient une permanence le 29 mai, c'est un samedi matin de 9h à midi. J'ai mis le numéro de téléphone du standard, n'hésitez pas à appeler pour prendre rendez-vous. Quand vous avez des questions comme celle que vous venez de poser, Axel, voilà, vous serez bienvenue. Et puis notre adjoint au sport sera présent si vous avez une question concernant le sport. Et comme mademoiselle qui a posé sa question sur l'insécurité, idem, notre adjoint à la sécurité, à la police sera présent aussi. Voilà. Je vous remercie. Ça, c'est très bien dans la relation avec le ou la maire, on va dire. Et de mon côté, donc tous les jeudis à 19h, je suis également en visioconférence avec un maire différent de la circonscription. Je pense qu'à la rentrée, je serai prochainement à Saint-Genis-Laval, mais tous les jeudis, par exemple, ce jeudi, je suis sur la commune de Pomey, jeudi prochain sur la commune de Saint-Genis-les-Olières, etc., etc. En tout cas, merci Jean-Pierre pour ton intervention. Je crois qu'il y avait Benjamin également qui souhaitait intervenir. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous laisser la parole aujourd'hui. Du coup, je m'excuse, j'ai pas de caméra. Pas de problème. Du coup, moi, je viens de Saint-Saëns. Du coup, j'étais scolarisé au lycée Champagnat. Je suis actuellement étudiant en école de commerce à Lyon. Voilà, donc tout à l'heure, au début de la visio, vous avez parlé du site En Jeune une solution en demandant nos ressentis. Moi, je vous dis que voilà, j'ai la particularité, comme Romain tout à l'heure, d'être étudiant en alternance. Et c'est beaucoup, on postule énormément par le Pôle emploi, donc sur le site, à savoir que la plupart des jeunes qui sont encore étudiants, ils n'ont pas vraiment de compte sur le Pôle emploi. Moi, je me suis senti un peu perdu par rapport à ça, bien qu'il y ait d'autres plateformes comme Indeed ou voilà. On a tendance, en général, je le vois avec l'alternance ou d'autres choses, à vraiment nationaliser les processus, et je trouve qu'on perd en relationnel direct, que ce soit avec les entreprises ou, si je peux donner un autre exemple, ne serait-ce qu'avec Parcoursup pour le recrutement, on ne contacte plus les écoles directement. Mes questions, c'est est-ce que vous, en tant que député, vous êtes en faveur de la délégation de plus de pouvoir envers les départements? Et est-ce que vous pensez que ce serait prochainement possible de faciliter un contact entreprise alternant qui soit, je dirais, plus humain ou plus spontané? Je veux dire, moi, si aujourd'hui je vais passer, si je veux contacter une entreprise qui soit à Saint-Saëns, elle va m'inviter à postuler sur une plateforme ou quoi, il n'y a plus cette candidature directe ou cet échange qu'on pouvait avoir avec les entreprises. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, je voulais juste votre ressenti par rapport à ça. Ça marche. Merci pour ton intervention. Alors, moi, comme tu poses la question, effectivement, je suis plutôt favorable à ce qu'on appelle la décentralisation, c'est-à-dire au fait que l'État se concentre vraiment sur ses missions, l'éducation, la justice, la sécurité, enfin les grandes missions comme ça, et effectivement puisse le plus possible s'appuyer sur des acteurs locaux pour faire preuve, on va dire, de proximité le plus possible. Alors là, tu m'apprends qu'un contact direct entre un alternant et une entreprise n'est plus possible parce que, à ma connaissance, si tu cherches une alternance, tu peux t'adresser directement à l'entreprise et voir avec elle pour mettre en place ton contrat d'alternance. C'est peut-être les entreprises qui ont tendance à… Non ? Tout va dépendre de la superficie de l'entreprise. Par exemple, disons qu'à l'échelle locale, ça va être envisageable. Moi, je suis passé sur certaines plateformes où
Par exemple, sur Ingénierie Solutions, où j'avais candidaté, on est plus de 140, 150 candidats sur une offre. C'est parfois compliqué de se distinguer, ne serait-ce qu'avec un CV ou quoi. Moi, qui suis étudiant lyonnais et qui aime habiter sur la commune, je dois faire des concessions entre est-ce que je continue à financer ma voiture pour continuer à travailler dans le coin ou est-ce que je vais payer mon appartement l'année prochaine. Voilà. Et la recherche d'alternance, moi, elle est centrée du coup sur le secteur lyonnais et par ici, sur la commune, bien évidemment. Mais du coup, voilà, pour le moment, j'ai aucune vision sur ce que je vais faire en septembre, bien que j'ai mon école et que voilà, mon dossier soit validé. Ok. En tout cas, sur le secteur de Saint-Symphorien-sur-Coise, c'est plutôt une région qui est dynamique en termes d'emploi. Et donc, bon, j'espère que tu trouveras rapidement une alternance. Moi, à l'époque, quand j'étais élu local, et je ne sais pas si tu étais déjà à Saint-Symphorien-sur-Coise, j'avais organisé un forum pour l'emploi et l'alternance, où j'avais fait venir plein de chefs d'entreprise et plein de demandeurs d'emploi ou demandeurs d'alternance. Et c'est sûr que ça avait super bien marché. Et depuis, c'est renouvelé. Et je crois que cette année, il aura lieu à la rentrée de mémoire. Mais bon, ça sera peut-être un peu tard pour toi. Ok, en tout cas, merci pour ton intervention et à ta dispo, hein, si besoin par la suite. Merci à vous. Alors bon, je vois qu'on arrive vers 20h31. Alors, il y a encore plusieurs demandes de parole. Alors, ce que je vous propose, c'est de peut-être prendre... alors, de Salman, je ne me rappelle toujours pas de ton prénom, mais Manon et Farson de Saint-Ginaval. Et puis, voilà. Alors, Manon, tu souhaitais à nouveau intervenir ? C'est ça, moi j'aimerais intervenir par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap, c'est qu'ils nous font payer les transports et les prix c'est quand même pas donné et je trouve ça un petit peu compliqué pour certaines personnes en fait. Et payer les transports, tu veux dire les transports publics ? Non, adapter les transports adaptés, par exemple les VTC pour les transports à mobilité réduite ou les taxis quoi. Alors, pour aller d'où à où par exemple ? Par exemple, quand il y a des gares qui sont non PMR et qui sont sur des taxis, ils les font payer. Ils nous font payer. D'accord, ok. Eh bien, ouais, j'ignorais. Moi, j'ai un petit frère, pour donner un autre exemple, qui était en situation de handicap et il avait eu un taxi pour aller à son école tous les jours, qui était pris en charge par le conseil départemental à l'époque. Mais ouais, après, c'est compliqué, à mon avis, financièrement, de payer tous les déplacements des personnes en situation de handicap quand il n'y a pas d'offre adaptée. Hein. Mais je crois que dans le département du Rhône, est-ce que tu as le transport à la demande? Je ne sais pas si tu l'utilises. Oui. Mais le transport à la demande, c'est ça, c'est d'avoir un transport particulier. Mais ça fonctionne pour toi? Tu es éligible au transport à la demande? Ah oui. Ah ok, mais par contre, ça fonctionne qu'à l'intérieur du département du Rhône. C'est tout à fait ça. Ouais, ok. Bon, voilà, donc il y a cette solution à l'échelle du Rhône, mais à l'échelle nationale, c'est compliqué de la généraliser. Ok, mais en tout cas, merci Manon pour ton retour. Et puis, on essaie bien entendu de faire en sorte que tous les transports collectifs soient le plus accessibles, ce qui n'est pas toujours simple. Par exemple, le bus 2X qui va par exemple à Saint-Symphorien-sur-Coise, il n'est pas forcément simple à monter quand on est dans un fauteuil roulant. Alors, il y avait merci pour ta question. Il y avait deux Salmans également. Alors, tu vas finir par nous dire ton prénom parce qu'on ne sait jamais comment t'appeler. De Saint-Ginaval. Ouais, moi, bonjour, c'est Fares. Oui, il y a Fares et puis il y a. Alors, vas-y, Fares, du temps que tu as la parole. Ouais, moi, je me parlais, en fait, avec le Covid, c'est dur pour nous, les jeunes, de trouver un travail, surtout si on n'a pas le permis ou on n'est pas véhiculé. C'est quoi, en fait, les démarches à l'achat de voiture, c'est dur de faire les finances et tout, c'est dur. C'est quoi les idées nécessaires, en fait? C'est ça que j'aimerais savoir, en fait. Pour trouver du boulot, tu veux dire? Les démarches nécessaires, en fait, pour le permis. Ah, pour le permis? Pour tous les travailleurs, si on n'a pas le permis, en fait. Eh bien, donc, avec le Covid, c'est dur. Oui, j'entends bien. Alors, pour le permis, tu veux dire la démarche nécessaire pour passer le permis? Non, pour les finances et tout. En fait, ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça que je veux dire, oui, c'est ça. Ouais, alors pour passer le permis, il faut s'adresser à une auto-école. Et de mémoire, il fut un temps, alors je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait des dispositifs de financement des permis, mais je ne sais plus si ça existe toujours. Mais voilà, le mieux, c'est de s'adresser à une auto-école qui va te proposer une offre à la fois pour le code et la conduite. Je crois que de mémoire, il faut donc passer le code d'une part.
Et ensuite, il y a 20 heures de conduite qui sont nécessaires. Et ensuite, tu peux être présenté au diplôme du permis. Voilà. Ok. Et alors, comme on était à Saint-Genis-Laval, on a alors deux Allemands. Alors, c'est quoi ton prénom pour finir? Et il faut que tu réactives ton micro, hein, sinon. Ouais, moi, c'est Ludivine des Allemands. Et, Ah oui, voilà. Ludivine, c'est ça. Ok. Moi, j'aurais quelque chose à dire par rapport à ce que Fares a dit. Je ne sais pas s'il est au courant, mais je crois que la mission locale, ils aident pour le permis. Sinon, il y a la garantie jeune qui aide par rapport au permis. En gros, voilà, la garantie jeune, il te suit pendant 1 mois. Il faut que tu sois Ouais. déscolarisé, par contre. Et en gros, ben, voilà, je pense à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans. Et en gros, si je me souviens bien, tu es suivi pendant 1 mois. Je dis ça parce que je l'ai là, tu vois. Et je suis suivi pendant 1 mois. Ils vont te dire comment se comporter pendant un entretien d'embauche, etc. Ils vont te donner plein de conseils pour savoir comment te comporter en entretien, etc. Ils vont te faire des simulations d'entretien et voilà, c'était juste pour ça. Après, je sais j'en ai aussi entendu parler, il y a je ne sais plus si c'est le CPF ou un truc comme ça, c'est mon permis, je crois. Mais en fait, il faut que tu travailles pendant 1 an et ils peuvent t'aider pour le permis, ils peuvent te payer 1 000 euros de permis. Mais ça, c'est si tu travailles pendant 1 an. Donc voilà, je l'ai su il n'y a pas longtemps, c'était juste pour te dire ça. Et après, il y avait aussi un sujet que je voulais parler, enfin, il y avait aussi un sujet que je voulais parler. Ma mère, pendant le Covid, pendant le premier confinement, elle a travaillé en tant que femme de ménage. J'ai entendu dire qu'apparemment, il y avait des primes pour les hôtesses de caisse, etc., les hôpitaux, mais ma mère, elle n'a rien eu alors qu'elle a travaillé dans le ménage et je trouvais ça pas très juste. Et il y a aussi euh, un truc qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'une personne m'a dit qu'il y avait une personne qui se baladait avec un couteau dans un métro à Oulin. Et j'étais particulièrement choquée qu'il n'y a personne qui a réagi, il n'y avait pas de TCL, rien qui ont réagi. Après, c'était à l'intérieur, donc peut-être qu'ils n'ont pas vu, mais je trouvais que c'était dangereux. Et moi, j'ai oublié de dire aussi que je suis partie de mon ancien logement parce qu'on a brûlé mon Judas. Et voilà, on est parti à cause de ça. Et voilà, je voulais vraiment en parler pour que. Puis il y a une fois, je me suis fait voler, j'ai failli me faire voler mon sac à la part d'eux. Et voilà, c'était pour dire qu'il faut vraiment faire gaffe. Et il y a aussi un dernier truc que j'avais envie de parler, c'est quand j'étais petite, ben, il y avait des profs qui me faisaient de l'harcèlement psychologique, c'est-à-dire qu'ils me forçaient à parler, ils mettaient grave la pression. Et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de profs qui soient à l'écoute, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des adolescents ou des personnes handicapées. Parce que je trouve qu'il y a certaines personnes, ils les mettent de côté et je trouve ça pas juste. Enfin, que ce soit par rapport à la couleur de peau, que ce soit par rapport que la personne elle est isolée, renfermée sur elle ou dans son coin. Je trouve que ça se fait pas et que voilà, c'est un manque de respect, je trouve. Et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de profs et de personnes dans le cadre de l'enseignement et autres qui soient plus à l'écoute avec les enfants, les jeunes, etc., les personnes âgées ou les personnes handicapées. Ou, voilà. Et ça marche. Bon, merci pour tous tes points. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais il y a un point sur lequel je peux répondre, c'est concernant les primes Covid. Effectivement, l'État a mis en place des primes pour certaines personnes du secteur public, notamment les personnels professionnels de santé, etc., parce que les personnes publiques sont directement payées par l'État ou les collectivités. Donc, on a la possibilité de le faire. Concernant effectivement le secteur privé, et notamment les femmes de ménage dont tu citais, c'était finalement à l'employeur privé de décider ou non de l'attribution d'une prime. L'État ne pouvait pas se substituer à ces employeurs. Certains l'ont fait et certains ne l'ont pas fait. Effectivement, ça induit une certaine inégalité de traitement, malheureusement. Voilà. En tout cas, voilà, quand c'est un employeur public, l'État peut décider. Quand c'est un employeur privé, au mieux, on peut défiscaliser, enfin, on peut inciter les employeurs à le faire, mais on ne peut pas faire à leur place. C'est l'État qui décide, en gros, si j'ai bien compris. C'est l'État qui décide quand on est dans du secteur public, quand c'est quelqu'un qui est fonctionnaire. Ouais. Et quand c'est dans du secteur privé, c'est son employeur qui décide. Par exemple, pour les femmes de ménage, si c'est une femme de ménage qui travaille à domicile, bah, c'est la personne qui utilise ses services qui peut lui donner une prime. Bon, en tout cas, je vois qu'on arrive on a un peu dépassé. En tout cas, c'était vraiment très riche parce qu'on avait prévu une fin de réunion à 20h et on a dépassé de 40 minutes, mais c'était vraiment très intéressant. Et puis, je vois que vous êtes encore une trentaine à être connectés. Donc, merci beaucoup pour votre mobilisation, d'autant plus qu'on a prévu cette réunion, on va dire, dans des délais, on va dire, relativement courts, puisque je crois que l'invitation, vous l'avez reçue la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Donc, en tout cas, merci pour ces échanges. Pour moi, en tant que député, ça a été très utile d'avoir vos différents retours et j'ai noté pas mal de propositions très intéressantes. Je vous ai mis un petit lien là sur le chat
ou si vous le souhaitez, vous pouvez vous signaler au travers d'un formulaire, si notamment pour nous dire ce que vous avez pensé de la réunion de ce soir, si vous souhaitez qu'on renouvelle, et notamment sur des volets plus thématiques. Donc voilà, très satisfait de mon côté. Clélia, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, toi qui as organisé, on va dire, l'ensemble. Et ton micro est désactivé toujours. Ah, zut, ça y est, il peut être réactivé. Donc c'est bon, maintenant on peut activer. Je voulais vous remercier toutes et tous pour avoir participé, et, que ce soit sur la réactivité que vous avez eue par rapport aux réponses aux questionnaires et au développement des différents échanges qu'on a eus ce soir. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés, et c'est ça qui a fait la richesse de l'échange, et je pense que je pense qu'on est agréablement surpris de l'accueil qu'on a eu pour cette visioconférence, et on vous remercie pour cet échange. Et je pense que c'est une bonne dynamique qui est en train de s'enclencher, et je pense que ça pourrait donner lieu à, comme l'a dit Thomas précédemment, à des réunions avec des interlocuteurs qui pourraient intervenir sur des thématiques précises, etc., qui pourraient vous intéresser et vous donner d'autres regards en fonction des intérêts que vous nous avez exprimés aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. D'autant plus, c'était super intéressant d'avoir des jeunes à la fois de la partie plus urbaine, comme Saint-Genis-Laval, Saint-Gézolière, Charbonnières, et puis des jeunes de Saint-Symphorien-sur-Coise, de Courzieux, puisque ce n'est pas forcément les mêmes problématiques. Et je pense que le fait de vous entendre aussi entre vous au niveau des différentes problématiques, j'espère que ça a été également intéressant de vous entendre. Donc maintenant, on nous demandait si on pouvait envoyer le questionnaire par mail. Alors oui, on va essayer de le renvoyer, mais je vous recolle une dernière fois dans le chat le lien, parce que voilà, normalement, si vous avez été invité, c'est que vous avez reçu le mail ou le courrier, donc normalement, vous devriez… voilà. Et alors, pour répondre à la dernière question de Kevin, qui souhaiterait simplement savoir comment vous avez été sélectionné, en fait, on a envoyé une invitation aux jeunes majeurs de la circonscription, c'est-à-dire ceux qui ont eu 18 ans en 2017 ou après. Donc, normalement, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes né en 2000, 2001, 2002, 2003, je crois. Donc voilà, donc c'est sur la base de ce critère que vous avez été invité à la réunion de ce soir, puisque vous êtes les jeunes majeurs. Vous avez eu 18 ans il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc, en tant que député qui vous représente au niveau national, il me semblait intéressant de pouvoir échanger avec vous maintenant que vous avez 18 ans et que vous allez participer pleinement à votre citoyenneté. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation, et j'espère qu'on pourra renouveler prochainement dans un format plus thématique, et c'est pour ça qu'on attend vraiment votre retour au formulaire pour savoir si c'est plus un sujet concernant l'éducation, plus concernant la sécurité ou d'autres, et comme ça on pourra inviter les bonnes personnes pour échanger tous ensemble et trouver des solutions. Voilà, merci à Clélia pour l'organisation, et merci à tous pour votre participation, et donc à très bientôt, j'espère. Bonne soirée à tous.